Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant et c'est un plaisir de vous le dire encore, nous vous retrouvons ce lundi avec beaucoup de fierté. Vous êtes des millions comme chaque matin nous regardez, madame, messieurs, nous alignons et nous saluons d'ailleurs l'action des enseignants qui ce matin ont choisi à travers le Cameroun entier de se vêtir en noir et pendant toute la semaine de dispenser les cours dans les salles de classe tout vêtus de noir pour dire eux aussi en tant qu'enseignants leur indignation face aux tueries du 24 octobre dernier, d'ailleurs qui a connu la mort de 7 enfants tués par des hommes armés. On dira encore un drame qui n'arrête pas d'alimenter toutes les conversations au Cameroun, mais surtout à inviter les uns les autres à faire attention et à inviter bien évidemment le gouvernement en place et les différents belligérants à retrouver bien évidemment le chemin de la paix. Et une question est urgente depuis ce week-end. On a vécu le deuil national initié par le gouvernement camerounais en l'absence remarquable et remarquée de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui n'a daigné officiellement ne rien dire, aucun discours, aucune sortie officielle, même si au courant de la semaine, on a eu quelques tweets de lui, d'ailleurs tendant à saluer la mémoire de ces derniers et à rassurer. On ne l'a pas entendu et les Camerounais se demandent aujourd'hui où est passé Paul Biya, est-ce qu'il est là? Peut-on au moins filtrer une quelconque information sur le président de la République? Peut-on également savoir si tout se passe bien? Les Camerounais ont-ils le droit de savoir ce qui en est de leur président ou pas? Les questions sont urgentes et ce matin d'ailleurs, on en parlera assurément. Et vous le savez également, le Covid-19 refait surface, l'Europe rentre dans un reconfinement. Est-ce que l'Afrique sera encore intéressée cette fois-ci? Comment les gouvernements africains se préparent-ils à réagir face au nouveau confinement européen? Allons-nous, nous aussi en Afrique aujourd'hui, refermer les frontières avec l'Europe qui est rentrée dans un reconfinement comme c'est le cas avec la France? Madame, messieurs, merci à vous, merci à tous. On en reparlera pendant l'édition de 10-12 de Zénith avec la grande famille, comme c'est le cas chaque matin. Et je vais déjà saluer effectivement Charles Amembadjou qui est avec nous ce matin et vous souhaiter à vous la bienvenue. Bonjour Charles. Monsieur Michel Ngatiou, je pense qu'il serait temps que le Cameroun marque, ou les Camerounais marquent un temps d'arrêt pour se regarder face à face et se demander ce qu'eux-mêmes ils veulent pour ce pays. Tous les secteurs d'activité ne marchent pas. On a frôlé le pire ce week-end à Efoulan. Comment imaginer que des populations qui se sont installées avec un titre foncier mais se retrouvent, dit-on, pour la construction d'une piscine olympique. On ne les a pas consultés, on descend et on met des croix de Saint-André avec des gens qui circulent dans les quartiers disant préparez-vous, à tout moment on va vous casser. Dans quelle république? Comment peut-on fonctionner ainsi? Et le drame, c'est qu'on saute des maisons. On saute des maisons. Les populations hier ont décidé d'en découdre avec les individus au même moment qu'on apprenait l'explosion d'une bombe artisanale. Donc, vous vous rendez compte, ça ne va pas, monsieur Michel Ngatiou. Les Camerounais vivent une tension. On ne va que de crise en crise. Vous annoncez aujourd'hui les enseignants qui vont tous enseigner en noir dans les établissements scolaires. Quel traumatisme pour nos jeunes élèves qui, eux aussi, sortant de la maison, écoutent ce que papa dit. En moindre cas, où tu rentres à la maison, on ne sait jamais. Je pense qu'il serait temps, et je vous rejoins là, que le chef de l'État trouve véritablement la bonne astuce pour non seulement résoudre la multiplicité des crises, mais aussi s'adresser à cette nation concernant l'alisement de la crise anglophone. Voilà pourquoi je vous dis ce matin n'est pas un bon jour. Je doute fort que nous allons sortir de cette auberge d'ici la fin de cette année, tant qu'il n'y aura pas une action du chef de l'État. Et non seulement les Camerounais de l'étranger, les Camerounais d'ici d'ailleurs, qui tentent eux aussi à leur façon de faire entendre leur voix et pensent qu'ils peuvent à leur façon apporter une solution à cette crise au Cameroun en remettant sur la table un réel dialogue national loin des terres camerounaises, en faisant venir à cette table de négociation tous ceux et celles qui en réalité peuvent concourir à la réinstauration de la paix au Cameroun. C'est peut-être l'occasion ici de saluer Rabouni Premier, qui est un Camerounais qui vit en Ouganda aujourd'hui et qui a compris la nécessité et qui pense que dans les jours à venir, il sera au Cameroun avec un objectif, rencontrer non seulement les autorités, rencontrer surtout, demander à rencontrer bien sûr le gouvernement camerounais pour lui faire la proposition d'un retour à la paix dans les régions anglophones, mais surtout
surtout voir s'il est possible de reparler d'un dialogue national. Donc, Rabouni Premier, on attendra bien sûr de voir ce que ça donnera pour ce Camerounais qui est, dit-on, très sûr de lui et du projet qu'il porte aujourd'hui pour la société camerounaise. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les occasions de bonheur sont tellement rares qu'il faut louer une petite, aussi petite soit-elle. Oui, Rabouni Premier, il faudrait qu'il s'implique vraiment pour les Camerounais en ont besoin, ce sourire-là, et surtout qu'on sait découler le sang. Moi, je salue particulièrement une équipe, c'est rare, mais une équipe de policiers. Surtout les policiers qui ont assuré la permanence, on parle là-bas des gardes, au commissariat du 16e arrondissement de la ville de Douala, c'est du côté de Mbanga, à Koko, donc à l'entrée dit chinois. Ils ont pu éteindre le feu hier entre une femme courroucée qui s'en est pris au chauffeur qui l'a transporté parce que le chauffeur a manqué, donc perdu tout un sac d'igname et ses vêtements. Tout un sac de vêtements, c'est un sac d'igname. Vous savez bien la colère qui règne dans ce pays. La femme voulait en découdre définitivement avec ce chauffeur qui n'avait pas de solution. Arrivé au commissariat du 16e arrondissement, au lieu d'anti-chinois, l'équipe de nuit qui était là a su ramener, a su rapprocher les positions. Vraiment, pour des policiers, j'ai eu enfin l'idée que peut-être ces gens sont bien formés. Parce que l'équipe de ceux officiers de police et ses collègues qui étaient là la nuit, on peut ramener au calme les deux, ils ont pu trouver un terrain d'entente. Vraiment, ils sont au point où... Comment? Non. Ils sont très bien formés de toutes les façons. Voilà, ils sont très bien formés. Mais reconnaître qu'à un moment donné, on suit les instructions. Non, sur les instructions, vraiment. Mais je me suis dit, un cas social comme celui-là, et il fallait voir la dextérité avec laquelle l'officier qui était là comme patron de cette soirée a pu gérer cette histoire. Vraiment, c'est vous à saluer. C'est encore coup de chapeau chez les enfants. C'est encore une question de femmes, justement, Bengan. Ça nous donne l'occasion de croire au Cameroun que ça peut changer. Merci beaucoup, Mbomborg. C'est également dire que les femmes, depuis la semaine dernière, sont dans les rues du Cameroun. Elles manifestent leur colère et disent aussi leur indignation à leur façon à la suite de ces massacres du 24 octobre dernier à Kumba, faisant 7 morts officiellement. Les femmes n'arrêtent pas de pleurer dans pratiquement tous les carrefours du Cameroun. Elles continuent, les associations, les mouvements s'organisent pour continuer justement à dire non à cette tuerie. Lorsque la femme pleure, c'est assez grave. Et nous nous demandions encore en semaine ici, pourquoi notre première dame ne parle-t-elle pas, n'a rien dit jusqu'à présent? Va-t-elle au moins glisser un mot à l'endroit de ses enfants disparus pour dire aussi en tant que mère, en tant que femme, son indignation? On ne fait qu'attendre. Des femmes sont avec nous ce matin. Karine Santia, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Michel et bonjour à nos téléspectateurs. Dans mes fous, je suis tombée sur une vidéo sur internet qui mettait en évidence un policier qui expliquait à l'assistance les différentes sortes de drogues. Il y avait le cannabis, il y avait la marijuana, il y avait tout ce que vous pouvez appeler et il avait tous les termes que les enfants utilisent ou les jeunes utilisent pour appeler ou indexer ces produits-là. Et je peux vous assurer que la sensibilisation qu'il faisait était en droite ligne avec ce que nous défendons sur ce plateau. Être sur le terrain pour expliquer aux gens ce que c'est et pourquoi il ne faut pas en consommer. Justement, je rejoins Mbomborg sur les actions policières qui sont à saluer ce matin. Lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai commencé à comprendre qu'il y a quand même des raisons de croire. Que la police peut travailler. Et d'ailleurs, elle travaille en même temps. Et ce vidéogramme dont vous faites allusion ce matin, Karine Santia, il faut bien sûr le dire, plein de Camerounais se sont informés hier. Moi particulièrement, quand je tombe sur ce vidéogramme, je me rends compte que ce que nous appelions affectueusement bébé d'or, en fait aujourd'hui, c'est une drogue. Est une drogue parce que nous, très jeunes, nous touchons l'herbe et puis l'herbe s'est refermée sur elle-même. Et sur lui-même, autant pour moi, une herbe, enfin, sur elle-même, effectivement. Et on n'en revenait pas que hier, justement, qu'on fasse savoir que c'est une... Il expliquait la poudre, les différentes transformations, comment est-ce que ces enfants dissimulent cela dans les sacs à l'école, comment est-ce qu'ils font pour que ça entre et tout. Donc, je pense que les parents devraient quand même être un peu plus vigilants par rapport à cela. Merci beaucoup. Que les parents ouvrent grandement les yeux. Dominique Audrey, vous ne direz peut-être pas le contraire. Bonjour à vous et bon début de semaine. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'exprime mon respect
ma considération et mon admiration aux mamans de Yaoundé qui continuent de porter le deuil de ces enfants qui sont morts à Kumba, et également dans la ville de Bafoussam, et à Tchang également, à Douala et celle de Kumba surtout. Merci. Beaucoup de courage à vous, mesdames. Beaucoup de courage à vous, messieurs, également. Parce qu'il y a des papas qui sont éplorés. Surtout le papa de cette fille, de ce garçon, de cette fille, je pense bien, Victory, qui... Un garçon, effectivement, qui disait qu'il n'avait pas d'autre enfant. C'était son unique enfant. Et aujourd'hui, à son âge, je ne sais pas s'il pourra encore en faire facilement. Parce qu'il a longtemps cherché cet enfant. Attendons de voir ce que ça donnera. Vous connaissez les plateformes, madame, monsieur, 10, 12, le Zénith, sur Facebook ou encore Equinox Télévision. Regardez-nous en direct ou en live. Laissez-nous vos commentaires. Bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Voici l'histoire de ce matin. Dominique. L'histoire de ce matin nous est rapportée par un homme qui raconte qu'il s'est marié il y a sensiblement 3 à 4 années avec son épouse, et avant de se marier, ils ont passé très longtemps ensemble, ils ont cumulé 10 années de mariage et de relation. Il raconte que pendant ces 10 années-là, ils ont connu des hauts et des bas parce qu'à plusieurs reprises, il a perdu son emploi et cette femme, sa femme aujourd'hui, a toujours été là pour lui. Elle également, elle a eu des problèmes dans sa vie. Elle a sombré un peu dans l'alcool et qu'ensemble, comme au départ pour lui, ils ont pu gérer cette situation et ils s'en sont sortis. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise et sa femme est détentrice propriétaire d'un magasin de vêtements pour femmes. Nous avons 3 enfants, oui, et chaque matin, avant d'aller à sa boutique, ma femme prépare le déjeuner et elle dépose les enfants puisque c'est sur son chemin. Et on a une ménagère à la maison, ça fait sensiblement 1 an et demi, qui nous aide à gérer la lessive, un peu le ménage, et elle s'occupe des enfants. Le problème de ce monsieur concerne en réalité sa femme, parce qu'il raconte qu'il y a 3 mois, sa femme est sortie le matin après avoir fait le déjeuner, a prêté les enfants et elle est partie. Elle a appelé, lorsqu'elle s'est retrouvée à la poste, parce que nous sommes dans la ville de Yaoundé, elle était à la poste centrale, elle appelle son mari, elle voulait lui demander de lui rapporter un dossier qu'elle avait laissé sur la table en sortant le matin. Malheureusement, son mari n'a pas décroché. Elle appelle l'assistante de maison pour lui demander de se rapprocher, de prendre même une moto et de la retrouver pour lui donner le dossier. Mais malheureusement, la ménagère n'a pas décroché. Elle s'est dit que certainement, elle n'était pas encore arrivée sur le lieu du travail. Donc, elle rebrousse chemin avec les enfants dans sa voiture. Elle entre dans la maison et malheureusement pour elle, elle découvre son mari en pleine galipette avec sa ménagère. Elle a été interloquée pendant quelques minutes, elle s'est arrêtée et ensuite, sa femme a pris les escaliers, elle allait prendre le dossier et elle est ressortie comme si de rien n'était. Lorsqu'elle rentre le soir, la ménagère était encore là à l'attendre. Elle a pleuré, elle lui a raconté des trucs, depuis combien de temps elle était dans cette relation avec son mari, elle s'amendait et tout. Mais la dame, elle dit que sa femme n'a rien dit, elle n'a rien fait, elle est restée tranquille. 3 mois après, la vie a continué. Après ce qu'elle a trouvé, la vie a continué normalement. Sa femme vaquait à ses occupations. En tant que femme, elle s'occupait de son mari, elle s'occupait de ses enfants. Elle a continué de payer la ménagère jusqu'aujourd'hui. Le mari qui nous raconte l'histoire nous dit que il a interpellé la famille de sa femme, il a posé la situation et il a dit « Ma femme ne m'a jamais parlé de la situation, elle ne dit rien, moi j'ai peur pour ma vie. » Les parents de son épouse l'ont convoqué et elle leur a dit « Non, moi j'ai pas de problème avec mon mari, ça peut arriver, donc c'est passé, c'est rien de grave. » Il est allé voir sa famille à lui pour dire « Voilà la situation, ça fait 2 mois, ma femme m'a trouvé en train de faire des trucs pas catholiques et elle ne me dit rien, elle ne se fâche pas, elle continue d'être une femme normale et moi j'ai peur pour ma vie. » Donc ce monsieur nous dit qu'il est au bord de la crise de nerfs, il a perdu du poids, il n'arrive plus à dormir, il n'arrive plus à manger. Comment est-ce qu'on gère ça avec une femme qui devrait être fâchée mais ne l'est pas? Très bien. Merci beaucoup Dominique Audrey Oyengalek ce matin pour cette histoire restituée. Qui sont les hommes qui se reconnaissent dans l'histoire ce matin? Je pose la question, peut-être aux téléspectateurs en même temps. Il y a un doigt levé derrière la caméra là-bas. Qui sont bien sûr les hommes qui se reconnaissent dans une histoire pareille ce matin et se demander comment peut-on en sortir, comment inviter également la femme certainement à trouver une solution à cette histoire. On sait en même temps qu'on peut être trompé, effectivement, mais il faut trouver une solution et donner assurément la paix à cet homme. Karine Sontia, comment peut-on, en tant que femme justement,
amené son mari non seulement à prendre conscience de l'attitude qui n'a pas été... De quoi riez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment. Excusez. Okay, allons, c'est bon, allons. Votre question là, vous la contorsionnez vraiment dans tous les sens. Excusez, Karine, comment peut-on aider l'homme justement à ne plus poser ce type d'acte? Et en tant que femme, comment créer la sérénité pour sa famille? Voilà, la question a été posée. Il n'y a pas un problème de sérénité. Hein. Il y a même beaucoup trop de paix. Il faut le laisser dans son délire. C'est bien. Moi, je ne suis pas comme elle, mais je vois que ça marche. C'est une très très bonne solution parce que ça frappe sans blessure. Ça frappe, il n'y a pas de trace. Et lui seul sait ce qu'il vit dans son cœur, dans sa chair. Et la ménagère, on ne l'a pas renvoyée. Donc si la femme avait même resté calme et renvoyé la ménagère, il allait comprendre que ça l'a fait mal. Mais depuis, il n'arrive pas à savoir si elle a mal. Ou alors si elle est même d'accord. Ou alors si elle veut même seulement partir. Ou alors elle veut seulement déménager la maison. Donc lui-même, il est perdu. Et c'est une très bonne astuce. Alors, donc, vous pensez que c'est une astuce plutôt. Par contre, c'est... Ça galvanise un peu parce que on a quand même l'habitude de voir des femmes qui font du bruit. On a l'habitude de voir des femmes qui font du bruit. Non, c'est pas chez moi. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu m'as trahi. Depuis combien de temps toi, machin? Elles cassent des choses, elles font des bruits. Elles t'arrêtent la ménagère, elles frappent la ménagère. Mais celle-ci, elle est de marbre. Elle est glaciale. Et ça passe. Parce que à la fois le message passe. En fait, il y a le quand, oui, il y a le qui, oui, il y a le comment, et il y a quel effet. Tout ça est dedans et ça donne ça. Les femmes, bon, ok, d'accord. C'est grave. C'est grave. Il y a quelque chose qui. Les femmes, c'est stimulant, Karine parle avec tel exemple. Oui, ça fait, voilà. Ça fait comme le silence du chef de l'État, vous voyez. Donc ça parle, quoi. Ouais. Ça vous terrorise, ça vous fait mal. Vous avez envie de pousser la personne à parler, mais il fallait vous appeler les réunions familiales et extra-familiales. Très bien. Bonne astuce. Alors, justement, Karine pense ce matin, c'est une astuce en même temps, mais il y a lieu quand même, Dominique Audrey, de sauver peut-être l'homme qui est très malade, justement, dans la situation. Il souffre de quoi, Il souffre justement de la Expliquez-nous, vous êtes un homme. Vous avez resté sur l'histoire, mademoiselle Yangelek. Je ne redis pas ce que vous aviez dit. De quoi on sait exactement qu'il est rentré dans... Il a eu une aventure avec sa ménagère. Dans la maison de sa femme, effectivement. Avec sa ménagère. Ce que la femme a constaté, elle a découvert justement l'idylle qu'il y avait entre les deux. Il n'a pas... Et est resté de marbre pour reprendre les propos de Karine. Oui. Alors, est-ce que ça peut aider l'homme à bien se positionner dans la famille et à continuer une belle trajectoire avec sa femme? Michel, vous pouvez être un homme gentil et féliciter cette femme quand même. Vous pouvez. Parce qu'elle est calme, parce qu'elle est posée. Non, je vous demande, c'est quelque chose que je vous demande. Il y a des éléments de neutralité. Oui, mais je salue. Non, ça n'a rien à voir. Les problèmes de société, je salue humainement l'attitude de la femme qui est d'un calme olympique. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a donc pas de problème. Parce qu'elle aurait pu prendre un couteau, elle aurait posé un acte plus difficile que ça. Mais je salue justement son acte. Ça vous rassure maintenant? Oui, c'est merci. Bon. Nous vous écoutons. Comment peut-on, est-ce que ça peut aider cette famille à se repositionner? Est-ce que l'homme peut changer? Il n'y a pas de problème, Michel. Oui. Il n'y a pas de problème. Elle a trouvé que son mari a décidé de la tromper avec une femme qui a un corps dominicain. D'accord, elle accepte. Elle a donné 3 fois la vie à ses enfants, elle a des vergetures, elle a un peu le ventre. Ok, il n'y a pas de problème. Mon mari a voulu quelque chose de neuf, quelque chose de jeune. Alors, est-ce que je vais lui en vouloir pour ça? Non, je reste tranquille. C'est tout ce qu'elle a fait. C'est tout ce qu'elle a fait. Et elle accepte que son mari est humain. Ça ne devrait pas poser problème. Ça ne devrait pas poser problème. Parce qu'aujourd'hui, les femmes comme hommes, ce que Pembombo appelle le terrorisme, les hommes aussi ont cette manie-là de vouloir terroriser les femmes en ne mangeant pas ce qu'elles ont cuisiné, généralement. Et vous allez voir des femmes aujourd'hui encore qui réussissent à se morfondre parce que le mari est rentré, il est fâché, il n'a pas mangé, mais il ne mange pas. Vous ne préparez plus. Ah bon? Oui, c'est tout. Puisqu'il rationne, il faut qu'il mange. Donc, ça ne sert à rien que votre cher et tendre mari ne mange pas et que vous mangiez. Ce n'est pas normal. L'amour partage tout.
si votre mari décide de ne pas manger, vous également, vous ne mangez pas. Et son argent fait des économies avec sa ration. Il va retrouver son argent posé là. Dans cet homme, moi, je ne sais pas ce qu'il pourra bien faire pour gérer cette situation, mais sa femme, je crois que visiblement, elle est passée dessus. Elle est passée dessus et qu'il essaye de la reconquérir. Offrez-lui une nouvelle voiture, offrez-lui un nouveau portable, faites-lui des cadeaux. Hein, si votre femme est fâchée parce que vous avez fait des bêtises, essayez de faire amende honorable, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, essayez de montrer que vous êtes effectivement touché. Et les problèmes comme ça, on ne sort pas. Est-ce qu'en gardant le silence, c'est la bonne attitude? Oui, est-ce que c'est la bonne attitude? Oui. C'est la bonne attitude. Écoutez, Michel. Vous validez justement ce silence qui peut tuer cet homme? Ça ne va pas le tuer. Comment est-ce que le silence tue? Karine a pris un exemple tout à l'heure. Nous sommes morts? Non. Nous ne sommes pas morts, nous sommes bel et bien vivants. Et on scrute le moindre tweet, la moindre parole, le moindre discours. C'est douloureux de garder le silence. Mais vous êtes un homme, expliquez-nous. Comment dormira-t-il à côté de vous? Est-ce qu'il aura les yeux fermés? Ils dorment ensemble depuis 3 mois, 90 jours. Et qu'un couteau soit planté en plein cœur et tout ça à la fois. Pourquoi garder? Ils dorment ensemble depuis 90 jours. Constamment ici, on nous dit sur le plateau, les femmes ne doivent pas déranger parce qu'un homme doit avoir plusieurs femmes et tout. Mais maintenant qu'une femme accepte que son mari peut avoir plusieurs femmes, où est le problème? D'accord. Il n'y a pas de problème. On va prendre justement le point de vue. Soyez sages et merci de dire aux hommes d'arrêter de manquer de respect à leurs femmes. Vous ne pouvez pas tromper votre femme dans sa propre maison. First of all. Parce qu'une autre, elle vous aurait brûlé à l'intérieur. Vous ne pouvez pas tromper votre femme avec son aide de maison. Un peu de respect. Alors, Charles Amen Bachou, c'est une histoire peut-être qui est vécue, qui est connue. D'ailleurs, cet homme, lui, il est larmoyant. Lui, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir au moins arracher une idée de cette femme? Il faut qu'elle s'exprime pour se libérer. Parce que là, c'est un prisonnier, dira-t-on. Monsieur Michel Ngachou, cet homme s'est trompé de confidente. En allant voir nous. Il allait directement venir voir. On aurait résolu rapidement ce problème. Vous savez, on est très loin des réalités. Et les gens qui parlent aujourd'hui, à des moments, oublient ce qui s'est passé. Lorsqu'on remonte dans la Bible, de Dominique Audreau-Yengelek et de Karine Sontia, vous allez m'excuser. C'était le plus beau monde où des femmes donnaient leurs servantes à leur mari. On a le cas de Rachel et le cas de Sarah. Allez lire. Quels sont les contextes? S'il vous plaît, permettez-moi. Allez lire la Bible. Mais la Bible vous intéresse, oui, j'allais lire. Pour pouvoir vous répondre, il faut connaître la Bible. Vous aimez où ça, toutes ces femmes donnaient leurs servantes à leur mari. Ce n'est plus occidentalisé. Histoire de fait, je restitue votre Bible avant de donner mon point de vue. Le contexte. Je restitue. Écoutons ça, là, je vous en prie. Monsieur Michel Ngachou, vous avez dans ce temps où beaucoup d'hommes ne se gênaient pas parce que les servantes étaient acquises. C'est vieux comme le monde. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est très vieux. Et ça a commencé. La Bible même le verra. J'aimerais bien qu'on revienne à cette Quelle gymnastique, monsieur Mbachou. Où des femmes pensent de temps en temps offrir les servantes à leur époux. Comme ce sont des sacs à main. Nous n'en sommes pas loin. Donc, monsieur Michel Ngachou, voyez que cette femme, après avoir sombré dans un alcoolisme fou, qui a entraîné certainement une succession d'erreurs de la part, parce qu'on connaît quand la femme saoule monsieur Michel Ngachou, elle est d'une vulnérabilité à nul autre pareil. On l'a vu le 8 mars. Et je crois que les exemples de ces jours à suffisance ne traînent-elles pas derrière elles-mêmes quelques casseroles, monsieur Michel Ngachou? Connu par l'homme, monsieur Michel Ngachou. Parce qu'il faut s'interroger à ce niveau. Est-ce qu'elle ne traîne pas des casseroles dues à son excès d'alcoolisme, monsieur Michel Ngachou? C'est important de préciser. C'est malsain, oui, c'est malsain. Nous sommes là pour analyser. À ce niveau, cette femme, elle ne revient pas sur son passé, que le mari a toléré avec un calme olympien, qu'il a su gérer que ma femme est alcoolique, elle a connu une période basse, il a essayé de rattraper entre
le coup d'un soir, pour employer les expressions de Dominique Audrey, et l'alcoolisme, je crois que l'alcoolisme est plus dangereux, monsieur Michel. Oui, c'était pas le coup d'un soir, c'était une relation, monsieur Mbachou. Vous permettez. Les buts marqués à l'entraînement ne comptent pas. C'est ce qu'elle a vu qui compte. Donc on ne connaît pas ce qui s'est passé avant, après. C'est ce qu'on a vu qui compte. Donc ça commence à zéro. Donc monsieur Michel a dit ça, c'est dangereux. Donc elle devait prendre là. Pardonner. C'est un mot très fort. Deuxième chose, il y a deux facteurs. Lorsque la femme travaille, elle se retrouve à épouser tellement son travail qu'elle s'éloigne des réalités sérieuses du foyer. La première réalité que les femmes ont tendance, après avoir épousé leur travail, à s'éloigner, un, c'est la sexualité, deux, c'est la nutrition. Une femme qui épouse son travail, lorsqu'elle rentre le soir, à peine vous voulez lui gratter le dos, je suis fatigué. Aujourd'hui, mon patron m'a épuisé. Aujourd'hui, j'ai eu à travailler. J'ai fait 24 escaliers. Je suis allé à gauche. Je ne peux pas. Bon, elle est patronne. Pardonnez-moi. Elle est patronne. Est-ce que ça empêche? Elle est posée. Au contraire, la patronne ne se suit même plus que l'employé. Donc, la sexualité. Est-ce qu'ils avaient une sexualité assez aisée, monsieur Michel Ngatou? Je vais le dire. Ça, non, concrètement, il y avait un souci dans ce couple en termes de sexualité, comme beaucoup. Vous avez des femmes qui vont vous dire, je travaille tellement. Je suis sûr que Monsieur Michel Ngatou, monsieur Michel Ngatou. Et tout à l'heure, on vous a influencé en demandant que vous reconnaissez que cette femme est une bonne femme. Vous l'avez fait. Maintenant, vous voulez l'envoyer ça. Je termine. Deuxième point, la nutrition. La nutrition, quand même, vous savez, il y a des femmes, tellement elle est occupée parce qu'elle bosse, parfois elle se retrouve à rentrer, celle qui paye le poisson, celle qui s'arrête à la chaîne des poulets à X ou Y endroit. Vraiment, aujourd'hui, hein, il n'y a pas à manger. On va se débrouiller pour manger à la maison. La nutrition d'une femme, dans certaines maisons, vous allez vous rendre compte que la femme dit à la domestique, tu touches à tout, sauf ma cuisine. Tu n'intègres pas ma cuisine. Mais vous avez des femmes qui se retrouvent à laisser la cuisinière, la domestique, préparer, venir servir à table, aller s'asseoir à côté parce que monsieur à tout moment peut avoir besoin d'eau. Ces différents moments, ces deux moments, l'absence de sexualité et le présentiel en termes de nourriture, nutrition constamment, fait en sorte... Non, monsieur Michel Ngatou, provoque un rapprochement. TAP, technique d'approche. Ça favorise, monsieur Michel Ngatou, des techniques d'approche sans que vous ne vous rendez compte. Vous êtes faux, ça. Non, monsieur Michel Ngatou. Monsieur Michel Ngatou, j'ai dit, l'homme ne mange pas seul. L'homme mange avec sa femme. Prenez même une collègue ici tous les midis, vous allez manger avec elle. Vous faites 3 mois, après le 3e mois, monsieur Michel Ngatou, vous allez l'aimer. C'est le rapprochement. Le plaisir de manger, le plaisir de se savoir contempler, le plaisir de découvrir qu'il a de l'appétit. Oui, monsieur Michel Ngatou, vous avez des femmes qui préparent à la maison, on mange, il a te dit que tu as trop mis de sel. Oh, la domestique peut préparer avec aisance et parfois même plus que la femme. Tout cela provoque, on vous a dit de jouer avec des choses, le ventre et le bas-ventre. Je finis donc en disant à la femme, si elle décide d'adopter ce comportement, moi l'homme je ne me dérange pas. Moi personnellement ça m'engage. Je confirme tout simplement la ménagère comme étant la deuxième femme. Et je valide cette situation. Parce que là, monsieur Michel Ngatou, c'est un rapport maintenant de force. À action de femme, réaction d'homme. Parce que l'homme forcément a essayé le débat, ça l'a dépassé, il a appelé le secours, ça l'a dépassé. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est justement une histoire vécue par un haut commis de l'État du Cameroun qui a été d'ailleurs de son temps Premier ministre dans notre pays. On ne va peut-être pas le citer, mais c'est des réalités. C'est des réalités, effectivement. Et Bonbon Bengan, l'histoire quand même ce matin parle suffisamment. Il faut, vous qui êtes chef traditionnel, vous qui êtes autorité, vous qui connaissez justement ces réalités, comment vous résolvez ce type de problème quand ils vous sont posés? La première chose, c'est d'apprécier la femme. C'est une bonne femme. Il faut le dire. Moi, deuxième chose, j'ai vécu ça dans notre famille. Une de mes filles, personnellement? Oui. Ah, d'accord, une de votre fille. J'ai une de mes filles qui a épousé, on se mariait au cadre dans une entreprise brassicole de la place. Elle est rentrée comme ça, elle avait un enfant malade. Elle est rentrée trouver son mari en plein débat, justement avec la ménagère. Dans sa maison. Elle est restée couchée au canapé avec son enfant malade. Et c'est elle qui est venue réveiller son mari parce que cette entreprise brassicole commence le travail très tôt et son mari avait la charge de le camion. Je lui ai dit, mais tu risques d'être en retard au travail.
Et justement, quand ils sont partis avec un gars, bon, là, je dormi tranquille. Et c'est l'homme qui est allé se plaindre. Je lui ai dit, mais attends, madame n'a pas posé de problème. Comment tu te plains, pourquoi? Tu te plains, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Oui, supporte. Il n'y en a pas. Donc, je dis à Donc vous cet homme... saluez l'action de la dame, oui. mais l'homme peut mourir un moment. De quoi? Non, mais parce qu'il n'a pas fait l'école du mariage. On vous dit... Pourquoi l'homme ne dévoile pas... Pourquoi il est conseillé à l'homme de ne pas dévoiler l'infidélité de sa femme? Parce que justement, et surtout, lorsque c'est un frère qui le fait, on dit le sang reste la famille, ainsi de suite, c'est comme ça. C'est l'éducation au mariage. Et je pense que cet homme n'a pas eu cette éducation au mariage. S'il avait eu cette éducation au mariage, il aurait intégré qu'on ne compte pas les enfants d'un homme quand il est encore vivant. Et je pense que madame le sait. Et elle sait qu'à un moment donné, lorsque je n'arrive pas à remplir certains devoirs ménagers, mon mari peut se satisfaire un peu à côté. Mais à côté, est-ce que c'est la ménagère, est-ce que c'est la voisine, est-ce que c'est ma cousine, ainsi de suite. Il peut se satisfaire. Voilà comment ça se fait. Elle devrait Donc, c'est pour cette raison que quand on envoie une femme en mariage, elle est toujours accompagnée. Voilà. Soit de sa petite sœur, ou alors de sa belle-sœur, ou même de la petite sœur. Non, pas secondée. Je veux dire que pour permettre à la femme de se donner entièrement à son mari. J'ai dit bien entièrement. On dote quoi? Mais à un moment. Non, mais qu'est-ce qu'on dote? Le sexe, là, ça fatigue. Mais ça fatigue, c'est avec le mari. Il n'y a pas que le sexe. Le problème de ce couple n'est pas le sexe. Le sexe fatigue. Le problème de ce couple n'est pas le sexe. Je suis vraiment désolée. On ne peut pas circonscrire la vie d'un couple à il a mangé et il a sexé. Non. Il y a les priorités. On ne trompe pas sa femme seulement parce qu'on n'a pas mangé ou bien qu'elle n'a pas bien préparé ou bien parce qu'aujourd'hui ma femme est arrivée à être porte la jupe est attirant. On s'en fout. Même vous, Dominique Audrey, lorsque vous parlez de votre business plan, vous avez des priorités, non? Vous dites, en priorité, il faudrait que mon dossier fiscal soit à jour pour que les impôts n'aillent pas. Il faudrait que les plans d'injecter l'argent dans l'entreprise, ainsi plan d'exploitation prévisionnelle. Donc, il y a des priorités. Donc, les priorités, c'est ça. Quand vous allez en mariage, c'est pour que le mari et vous-même, la femme, vous soyez... j'allais dire l'un vers l'autre, ou alors vous l'êtes l'un dans l'autre. Un petit argument, Mengane, mais quand même, la ménagère également ici, c'est un problème. Elle devra au moins respecter la dame de la maison, non? La femme a compris qu'il y a eu des manquements, la ménagère a comblé. A comblé les manquements. La ménagère a comblé. Maintenant, c'est l'homme qui n'a pas été éduqué au mariage. Il perd la tête. Il devrait se rapprocher de sa femme et lui faire savoir exactement ce qui s'est passé. Et tous les deux, parce que l'amour pardonne tout. Parce que l'amour pardonne tout, devraient se pardonner et avancer. Mais à une condition, comment vivra-t-elle lorsqu'elle garde la même ménagère à la maison? Est-ce qu'elle ne la verra pas plus tard comme une rivale? Monsieur Michel Ngatou, les faits sont là. La femme a géré parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a été très absente. Vous savez ce que ça fait de vous lever le matin, monsieur Michel Ngatou, de trouver que votre femme a posé vos vêtements de la semaine ou les vêtements que vous allez porter le lundi. Elle a choisi cette belle cravate que vous avez aujourd'hui, elle a mis vos chaussures. Quel que soit ce que vous faites dehors, monsieur Michel Ngatou, à tout moment vous allez vous regarder histoire de dire est-ce que cette femme a fait le bon choix. C'est un plus. Ce plus en présentiel, cette femme ne l'avait pas. Le manger, cette femme ne l'avait pas. Et le sexe, vous avez vu. Bon, comme l'a dit tout à l'heure, elle a comblé, la ménagère a comblé. Elle dit, je fais quoi entre le diable que je connais et l'ange que je ne connais pas. Donc, mieux vaudrait garder son diable à côté de soi. Elle a dit à la ménagère, tu laisses la tu ne bouge pas. Donc, il faut saluer l'action de la femme, mais amener l'homme justement à, tout à fait. tout faire pour avoir l'intelligence des situations. Très bien. Moi, chaque fois, ça fait plus de 30 ans que je suis marié, mais chaque fois que j'ai voulu désobéir au choix de ma femme, et j'ai coupé. Voilà. Donc là, je m'arrange. Donc c'est comme ça que cette chose se passe. La vie ne tourne pas autour du sexe. Merci à vous, madame. Merci, Karine. Merci, Dominique Bombor et Charles Mbatiou. Vous également, madame, messieurs, nous vous attendons vos réactions, vos points de vue, vos appréciations, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet homme à en sortir? Charles Amel est en train de rire, c'est pas trop pourquoi. Et pourtant, c'est vous et votre conclusion qui me fait. Non, ma conclusion est simple.
Les hommes, respectez vos femmes. Soyons sérieux et aimons nos femmes. Dans un instant, la colère. Dieu vous voit. Je m'interroge ce jour sur la question de la politique des grandes opportunités, inertie gouvernementale et enlisement de la crise anglophone au Cameroun. Que nous aura réellement apporté à quelques années près le septennat des grandes opportunités dans ce pays? Quelles ont été les opportunités saisies depuis octobre 2018? Le chef de l'État, dans le discours du septennat des grandes opportunités, avait déclaré « Je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours. Dans les meilleurs délais possibles, des mesures seront prises pour élargir le champ de compétences des collectivités territoriales afin de leur donner les moyens d'une plus grande autonomie. » Point. Fin de citation. À ce jour, qu'est-ce qui a véritablement changé de concret ou concrètement sur le terrain? Comment comprendre que le régime de Yaoundé commet toujours l'irréparable erreur de continuer à prendre le problème anglophone de haut dans ce pays? À plus de 2 ans de ce septennat, la crise s'est davantage aggravée et les positions plus radicalisées qu'avant. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel regain de violence, même si au sortir, le ministre de l'administration territoriale rassure à plus d'un titre et plus d'un que la victoire est actée? Le Nozo vit au rythme des attentats à la bombe, violences sporadiques et mesures répressives de l'État. La crise qui touche les régions anglophones du Cameroun, loin d'entrer dans une phase d'apaisement, est entrée dans une nouvelle phase plus violente, assassinats sauvages et barbares. Le cas de Kumba nous interpelle. De quelle logique participe donc la mutilation et l'exécution barbare de la gardienne de prison Florence Ayafor il y a 1 an, notamment le 29 septembre 2019, de Confort Toumassan, l'assassinat d'un inspecteur pédagogique, exécution sommaire de femmes, soit par arme blanche, soit ensevelie vivante, et tout récemment, massacre à la machette des élèves de Modern Franciscan College à Kumba, et j'en passe. N'en avez-vous pas marre de pleurer vos morts? N'en avons-nous pas assez de cette guerre qui se déroule au nord-ouest et au sud-ouest? Qu'attendons-nous pour mettre un terme aux vilipendaisons, circonlocutions et autres atermoiements fondés sur une lecture unipolaire de notre idéal de raison ou alors de nation? Jusqu'à quelle date devons-nous ranger des crimes contre l'humanité dans la rubrique des faits divers, et ceci devant le regard circonspect de la communauté internationale? Comment comprendre l'inertie du régime de Yaoundé dans la résolution de cette crise? Comment comprendre que le chef de l'État ne veuille pas aller au-delà des mesures cosmétiques et mettre en œuvre d'urgence des réformes majeures avant d'engager un dialogue inclusif de haut niveau avec l'appui des organisations internationales? Notamment travailler sur une réforme complète de l'hypercentralisation de l'État, le transfert complet des centres de décision de Yaoundé vers les régions, revoir la notion du respect des engagements relatifs à la prise en compte de manière équitable des cultures et traditions institutionnelles, juridiques, administratives, héritées des anciennes puissances administrantes, revoir le respect des promesses solennelles faites pendant la campagne référendaire, la question de la forme de l'État, tel qu'annoncé dans le décret de Guy Mollet du 18 avril 1957, le respect du bilinguisme, le vrai, dans le secteur public, bien que la Constitution fasse du français et de l'anglais 2 langues officielles d'égale valeur. À ce jour, le conflit dans les régions anglophones du Cameroun s'est embourbé et il n'existe aucun dialogue entre Yaoundé et les séparatistes qui campent sur leur position.
leur mise sur une victoire militaire et refusent toute discussion sur la forme de l'État, et les autres qui exigent le fédéralisme ou l'indépendance. À quoi aura donc servi le grand dialogue national si la situation s'est davantage dégradée? Comment comprendre toutes ces crises qui frappent le Cameroun dans la même foulée? Crise anglophone, crise de succession, crise sociale, problème national camerounais. Était-ce le prix de la gouvernance différée des problèmes? En 48 mois, le conflit a fait plus de 3000 morts, 700 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés externes. Estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, avec ses corollaires que sont les villes mortes, l'insécurité, la destruction des biens et bien d'autres dégâts encore, la crise sécuritaire s'aggrave de jour en jour en prenant des proportions inquiétantes. Selon le groupement interpatronal du Cameroun, en 2 ans, 200 villages ont été détruits et l'économie locale, qui représente environ 1/5 du produit intérieur brut du pays, sinistré. Le conflit aura entraîné une perte de 269 milliards de francs CFA et des grandes entreprises comme la Cameroon Development Corporation, qui emploie des dizaines de milliers de personnes dans la zone anglophone, elle-même a dû fermer les portes. Des tentatives de médiation ont été proposées par des acteurs politiques camerounais, les organismes internationaux, les acteurs des grandes chancelleries occidentales, les États-Unis, la Suisse et par des responsables religieux anglophones catholiques, protestants et musulmans. Le cardinal Toumi, en compagnie de Monseigneur Andrew Kia, archevêque de Bamenda, avait entamé une caravane de la paix pour vulgariser les propositions de dialogue. Et ils se sont retrouvés à être tous canardés par certains médias et pontes du régime. 1 an après les assises du grand dialogue, bien que le nord-ouest et le sud-ouest soient devenus des régions à régime spécial, la crise anglophone continue. Comment comprendre en français facile que l'État se refuse de voir en ces revendications la nécessité d'une meilleure prise en compte des minorités, la nécessité d'une meilleure prise en compte des héritages coloniaux, la nécessité d'une meilleure prise en compte et le besoin d'une redistribution plus juste et équitable des richesses du pays? Comment comprendre ces silences abasourdissants du chef de l'État face aux atrocités de cette guerre? Ne devrait-il pas faire une sortie histoire d'annoncer un cessez-le-feu immédiat, procéder à la libération de tous les prisonniers, procéder à la désignation des médiateurs, devant organiser un véritable dialogue inclusif, tout cela, tout faire pour que les leaders sécessionnistes appellent incessamment leurs combattants à déposer les armes? Les grandes opportunités nous ont permis de saisir quelle opportunité? La canne? La Chane? Et nous ont permis de résoudre quel problème? Inertie gouvernementale, enlisement de la crise anglophone. Après Kumba, ce sera le tour à quelle ville? Quel village? Quel quartier? La colère de Chalamel Batchou, madame, monsieur, au moment où nous cherchons effectivement à mieux comprendre ce septennat, d'ailleurs très bien, vous l'avez très bien dit, le septennat des grandes opportunités. Les opportunités sont lesquelles aujourd'hui? Peut-on, au regard de la situation au Cameroun, dire que les Camerounais, depuis 2 ans déjà, que Pobia a regagné ce septennat, sont-ils dans les opportunités et dans quel climat sociopolitique prend-il ce septennat avec la crise anglophone, mais surtout la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun? Opportunités pour qui, par quoi, où et comment? Où sont-elles ces opportunités? Qui est censé justement les mettre en application? Finalement, il faut même se faire voir, il faut même se montrer aux Camerounais pour faire passer ces projets de société. Aujourd'hui, septennat des grandes opportunités, inertie gouvernementale et enlisement de la crise anglophone. Dominique Ondré Yengele, vous dites quand même qu'il y a fort à faire pour comprendre ce projet de société qui est celui de Paul Biya aujourd'hui. Oui, oui, et pour le comprendre, il faudrait d'abord comprendre les précédents septennats. Il faut comprendre tous les slogans, je dirais, qui ont encadré les différents mandats à lui attribués. Mais bon, allons, commençons par, ou bien terminons par celui qui est en cours. On est rendu à 2 ans déjà d'exercice, et la question qu'on a en droit de se poser, c'est quel est le bilan à mi-parcours de ce projet? Il y a quelques semaines déjà, on se posait la question à la date anniversaire. Et on nous a annoncé durant la prestation de serment qu'il y aurait une politique de modernisation de la fonction publique. Et moi, j'ai entendu par là l'informatisation des systèmes, le toilettage complet. Mais jusqu'ici, on continue d'avoir de l'argent qui sort. Hier encore, on parlait
La semaine dernière, on parlait des domiciles qui étaient occupés par des fonctionnaires qui n'étaient pas, par des personnes qui n'étaient pas des fonctionnaires. Comment est-ce qu'on gère donc cette fonction publique-là, étant entendu qu'aujourd'hui, les affectations posent un sérieux problème? Là, vous êtes dans l'inertie gouvernementale. Non, je suis dans les projets qui encadrent le septennat. Ah d'accord, oui, très bien. Dans ces projets, on parle de la modernisation au niveau de la fonction publique. Oui. Et à l'intérieur, il y a une organisation. Il faut revoir, toiletter la fonction publique dans l'ensemble, dans tout ce qui émaille cette fonction publique-là. Donc là, moi, je m'attarde simplement sur la question des logements des fonctionnaires qui est un problème. Les affectations qui sont des problèmes et les remboursements des argents investis par ces fonctionnaires-là en attendant d'avoir leur paye. On pourrait même aller plus loin. C'est un problème. On pourrait aller même plus loin pour voir aujourd'hui les actions menées par le gouvernement camerounais. C'est-à-dire, prenez des cas simples au niveau de l'éducation nationale. On sait comment se passe le ministère de l'enseignement secondaire et toutes les questions qui sont criates. On sait comment se passe au niveau du ministère de la santé publique aujourd'hui. Il y a des problèmes. Donc, on vous écoute, Dominique. Voilà. Après la fonction publique, on a également parlé de la politique de décentralisation qui devait être voilà, justement. Ça devait être le cheval de base de ce septennat-là. Mais est-ce que rendu donc à 2 ans, c'est effectif sur le terrain? Allez savoir, il y a plein de choses qui prouvent que non, ce n'est pas encore effectif et on en est très loin. On a également parlé du positionnement du secteur primaire au niveau des importations. Vous savez qu'on importe tout. Il fallait promouvoir les différents secteurs pour pouvoir limiter au maximum les importations. Vous savez qu'on importe le cure-dent, on importe de l'huile de palme. Déjà, c'est interdit au Cameroun. On vient d'interdire l'importation de cure-dent au Cameroun. C'est juste une information. Juste le cure-dent. Il y a une usine de fabrication. Oui, je vous le dis déjà. On évolue. Répondez alors. On interdit, on fait un commerce illicite maintenant. Merci, Dominique Audrey. Maintenant, on va passer par la route et pour idée. entrer avec. Voilà. Donc, on a de l'huile rouge qu'on importe, on importe le poisson, on importe. Et à côté, nos producteurs locaux sont en souffrance. Parce que je connais énormément de personnes qui font la pisciculture et qui pourraient approvisionner le marché. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont étouffés par la concurrence déloyale qu'on est avec les pays qui nous livrent ces marchandises-là. Et on a, à côté de ça, il fallait réinventer le secteur public. Il faut également qu'on parle de l'économie, des différents projets qui datent de 2016. Où en est-on avec les différents barrages? Donc, la question qu'on se pose même aujourd'hui, est-ce que ce projet de ce 7e mandat n'aurait-il pas dû être axé exclusivement sur la résolution de la crise au Cameroun? Parce que ce problème-là, qu'on le veuille ou non, est en train d'impacter sur tous les autres secteurs. Donc, on aurait dû se focus dessus parce que jusqu'aujourd'hui, les barrages bon, je ne sais pas s'ils sont déjà livrés. Non. Et ils ne datent pas de 2018. Très bien. On dira bien sûr, madame, messieurs, septennat des grandes opportunités, inertie gouvernementale et enlisement de la crise anglophone aujourd'hui. L'industrialisation, parce qu'on n'a pas d'industrie. On va également, dans un instant, donner la parole à Karine sur cette question ce matin, sur l'enlisement de la crise anglophone. Oui, avec ce septennat de grandes opportunités. Finalement, avoir un concept comme celui-là, est-ce que les Camerounais se retrouvent dans ce qui a été vendu? D'ailleurs, on pourra même dire imposé, parce qu'on sait tous comment s'est passé les élections présidentielles au Cameroun. Est-ce que les Camerounais se retrouvent dans ce projet de société, celui de ce septennat de grandes opportunités, Karine Sontia? Bon, je vais commencer quand même par vous lister les autres septennats, les autres slogans des autres septennats, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive aux opportunités comme s'il y a toujours eu des opportunités. On a commencé, c'était l'atteinte de l'initiative PPTE, monsieur Mathieu, si je ne me trompe pas. Après l'atteinte de l'initiative PPTE, il y avait les grandes ambitions. Après les grandes ambitions, nous sommes entrés dans les grandes réalisations. Maintenant, dès qu'on a fini de réaliser, il faut donner les opportunités aux personnes qui vont profiter de ces réalisations-là. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'en 2035, on va parler de l'émergence. Et pour arriver à l'émergence, il faut qu'on traverse tout cela. Sauf que c'est généralement des slogans creux. Et l'opportunité principale qu'avait le Cameroun pour ce septennat, c'était la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que les autres opportunités qui sont économiques et autres, nous savons déjà que ça a échoué.
vraiment ça a échoué. On a la route, l'autoroute Douala-Yaoundé qui aujourd'hui n'est pas terminée jusqu'à ce jour. Plusieurs milliards de francs CFA ont été déboursés pour la construction de cette autoroute-là. Jusqu'ici, on n'a pas encore fait la moitié. Donc, il faut comprendre. Et il y a aussi que, si on veut même interroger, il y a que même pas pour la préparation de la CAN, on avait réussi à introduire cela dans le plan plan de l'année, le budget de l'année 2019, mais finalement, il n'y a pas eu la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On avait aussi réussi à introduire notamment un certain nombre d'activités que Dominique a évoquées ici, la révolution économique et autres, à travers la révolution agricole et tout ce que vous connaissez. Sauf que le plan le plus important qui devait amener les opportunités, c'était la résolution de la crise anglophone. Ça allait permettre à ce que la Silicon Mountains, qui était en gestation dans le sud-ouest, notamment éclore et contamine le Cameroun à travers toutes les créations que ça allait apporter. Il était question que, après la résolution de la crise anglophone, que les opportunités culturelles que développaient les régions du nord-ouest et du sud-ouest plus éclore fortement. Mais sauf que avec la non-résolution de cette crise-là, 2 ans déjà, on peut évaluer en disant que ce septennat commence très mal. Ce septennat commence peut-être très mal. Gardez la parole, on en parlera dans un instant. Mais finalement, à quoi aurait bien servi ce septennat aujourd'hui? Bon retour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ceux et celles qui à l'instant prennent l'écoute ou encore s'asseyent devant le petit écran. Bienvenue également à ceux qui à l'instant ont leur smartphone à main pour regarder et comprendre le Cameroun à travers 10-12 le Zénith. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe exactement avec l'activiste André Blaise et Sama? Aujourd'hui, André Blaise à nouveau s'est vu encore enlever une énième fois sa moto, alors que la semaine dernière, le Camerounais, citoyen comme bon nombre de Camerounais, s'est amusé à manger du poisson quelque part à Douala, pour ne pas dire ici même à Akwa, derrière le palais d'Ika, où il était assis avec des Camerounais, en train de manger au poisson brisé, et puis il commentait sur la question de la crise anglophone, notamment le massacre de ces enfants de Kumba. Alors, figurez-vous qu'André Blaise soit en train de manger et que la police vienne saisir André Blaise de Sama, l'accompagner dans un commissariat, que celui-ci soit incarcéré pendant 3 jours dans des conditions infectes et que sa moto lui soit à nouveau retirée sans aucune signification, sans lui dire exactement de quoi on lui reproche. L'unique question qui lui était posée de savoir: pourquoi as-tu dit pendant ton commentaire qu'il faudrait que Paul Biya aille à Kumba? Mais je ne comprends pas quand même. Alors aujourd'hui on est au Cameroun et qu'on choisisse véritablement d'arrêter un Camerounais avec son engin à 2 roues parce qu'il demande pourquoi Paul Biya ne doit pas aller à Kumba, il n'a pas le droit de le dire ou pas? Alors, nous demandons encore ce matin, puisque nous entrons dans l'émission en saluant l'action des policiers, nous demandons encore à M. Mbagangele, effectivement, délégué général de la Sûreté nationale, est-ce que c'est comme ça qu'on gère le Cameroun? C'est comme ça qu'on gère justement un activiste, un simple Camerounais citoyen comme tout le monde, que la police camerounaise qui salit son image en choisissant de l'interpeller comme ça? Bon, on peut comprendre, parce qu'en ce moment, Maurice Kamto est encore à résidence surveillée, et lorsque les avocats sont venus vous rencontrer, vous demandons justement, monsieur le délégué général, quelle est la condition du client? La réponse que vous avez donnée, c'est de leur dire, allez dire à Kamto de ne pas sortir, parce que s'il sort, il sera brutalisé. On peut bien comprendre comment vous agissez avec André Blaise et Sama aujourd'hui. Les Camerounais demandent vraiment à ce que vous lui remettez toutes ces 5 motos et que vous arrêtez bien évidemment cette dictature qui n'honore pas le Cameroun, qui n'honore aucun Camerounais, notamment le corps de la police camerounaise. Absurde et inacceptable. On poursuit justement, madame et monsieur, avec cette question concernant surtout le septennat des grandes opportunités. À quoi ça servit véritablement aujourd'hui? Karine Sonset tentait justement de nous montrer, au-delà de la question de l'inertie gouvernementale et surtout de l'enlisement de la crise anglophone,
les grandes réalités de ces opportunités, Karim, c'était placé où exactement? Qu'est-ce qu'on a proposé aux Camerounais qu'on ne réalise pas depuis 2 ans aujourd'hui? Il y avait d'abord la question de l'énergie, parce que malgré les nombreux cours d'eau et barrages que le Cameroun possède, il y avait un problème dans la distribution de l'énergie dans les ménages, mais surtout dans les zones rurales qui étaient pour le président de la République une aubaine pour notamment l'évolution agricole. Du coup, il avait promis qu'il y aurait des centrales solaires dans ces différentes zones-là pour pouvoir alimenter les zones rurales en électricité pour leur permettre d'augmenter leur production agricole. Le Cameroun avait prévu aussi de consolider ses acquis en termes d'attractivité, rendre son économie attractive, notamment en facilitant les investissements étrangers. Sauf que pour rendre une économie attractive, il faudra déjà que la porte d'entrée de votre pays soit aussi attractive. Il faudrait que vous ayez des aéroports dignes de ce nom pour accueillir de potentiels partenaires. Il faudrait que vous ayez un véritable avion pour pouvoir transporter vos partenaires dans les différentes villes du Cameroun afin qu'ils découvrent ce dans quoi ils veulent investir, par exemple. Il y a aussi que la question de l'état des routes était aussi un autre point sur lequel ce septennat devait s'appesantir. Sauf que lorsque vous regardez les artères, toutes les routes qui ont été faites avant 1990 sont aujourd'hui en état de décrépitude bien avancé et il faut soit les refaire afin d'éviter que les nids de poules qui se créent là-bas ne deviennent des nids d'éléphants. Allez, justement, opportunités, c'est des grandes opportunités. On est quand même en train de se demander qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui véritablement du port autonome de Kribi? Est-ce qu'on est dans ces opportunités? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'exploitation du fer de Mbalam? Sommes-nous dans ces grandes opportunités? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du pétrole, oui, camerounais, dans la zone anglophone, qui fait problème d'ailleurs? Sommes-nous dans des grandes opportunités? Qu'est-ce qu'on fait de ces populations de l'extrême nord du Cameroun, avec une richesse hors norme, avec le soleil? Sommes-nous encore dans des grandes opportunités? Qu'est-ce qu'on fait de l'électricité au Cameroun aujourd'hui? Sommes-nous dans des grandes opportunités? Est-ce que c'est construire les stades qui seraient des grandes opportunités? Est-ce que c'est en organisant la CAN ou encore le CHAN qu'on serait dans des grandes opportunités? Les grandes opportunités, Bonbon Bengan Kandji, ne peut-on pas dire aujourd'hui que c'était un concept fake qui n'a rien servi aux Camerounais parce que 2 ans après, nous cherchons à comprendre où est-ce qu'on se situe là-dedans? On ne se retrouve pas en touloupe énième, va-t-on dire? Non, je ne comprends pas les Camerounais. Ils savent très bien que les grandes ambitions engagées en 2003 pour le septennat qui commence en 2004 a échoué. La priorité des grandes ambitions, c'était les infrastructures routières. Est-ce qu'on y était? Non. Pour les grandes opportunités auxquelles vous faites allusion, ils savent eux-mêmes qu'ils allaient échouer. D'abord, le chef de l'État organise en mai 2016 un grand colloque, investir au Cameroun, terre d'attractivité, personne n'est venu. Même le slogan de campagne, il n'arrive pas à trouver. C'était la force de l'expérience. Un slogan que Omar Bongo a utilisé. Donc, même pour concevoir le slogan, on ne trouve pas. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a blocage quelque part. Ça veut dire que lorsque le cerveau ne répond plus, ça ne répond plus. C'est comme ça que ça se fait. Lui-même, il parle, Dominique Audrey l'a signalé tout à l'heure, en disant il faut avoir un secteur industriel performant. Et lui, il commande ses tissus de campagne en Chine. Entre nous. Et on parle de grandes opportunités. Voilà, et entre nous. On aurait pu avoir SICAM à côté voilà, et aller faire les commandes à SICAM. Et comme moi, nous, on savait qu'on allait échouer. On allait échouer précisément parce qu'il commence d'abord à insulter les anglophones. C'est vrai qu'il a mis sécessionniste, mais en appliquant la politique d'exclusion des anglophones. Ce n'est pas parce que vous avez un premier ministre anglophone que vous dites non anglophone. Ce n'est pas vrai. Je me suis rappelé que le président Paul Biya, par exemple, avait un vice-président au RDPC qui s'appelait John Goufoncha. De 1985 à 1990, il ne l'a jamais reçu. Or, le gars, lui, il a adressé les demandes d'audience. Tu diriges un parti et tu ne causes pas avec le premier vice-président. Vous vous rencontrez seulement en 10 minutes lors de la présentation de vœux. C'est tout. Donc, ici, le mendiant de la paix aurait dû donc dire aux anglophones, en 83, j'ai cassé, j'ai dit bien, j'ai cassé
vos programmes de développement, notamment le programme de développement dans le but et le Ndonga Mantoum, où l'argent était là. On avait réquisitionné 42 000 hectares pour contenir l'exode rural. Je vais relancer ce projet. Le port en eau profonde de Victoria, qui est devenu Limbé, parce que là aussi, c'était entre autres choses qu'il devait faire. Pour que le pipeline entre Limbé, c'est-à-dire la Sonara et la SDP, soit amoindri pour faire un port en eau profonde à Limbé. C'est pas pour rien qu'on a créé une agence de la BEAC là-bas. Donc, mais à quoi sert donc cette agence de la BEAC qui a d'ailleurs été braquée? Donc, le président savait en fait qu'il n'y a plus de propositions à faire. Il aurait dû faire soit comme son illustre prédécesseur Amadou Ahidjo ou comme François Hollande qui a dit: chers Français, je vous ai promis des choses, maintenant je ne peux pas. Vraiment, prenez quelqu'un d'autre ou alors le parti va investir. Et dans l'enlisement justement de la crise anglophone aujourd'hui, ce qu'on appelle crise anglophone, c'est vrai, on va dire le mécontentement des compatriotes camerounais d'expression anglaise. Est-ce qu'on n'est pas en droit de dire que Paul Biya, même ceux-ci ont été mentis dans ce septennat de grandes opportunités, puisque eux-mêmes ne se retrouvent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas le devoir de lui dire: monsieur, vous avez promis, vous n'avez pas fait, où êtes-vous? Mais absolument. Mais absolument. Et là, il a pris des gens, notamment deux, Atangandi et Nalo Vanyonga, pour leur dire qu'en fait, moi je vais vous mater. Si quelqu'un parle, je cogne. Mais est-ce que c'est pour autant, que ça se calme de l'autre côté? Non, non, ça veut dire qu'en fait, il n'était pas là pour la résolution de la crise. Il est là pour sortir les gros bras en vous disant: je vais vous mater. Je vais vous mater. Comme un papa vous dit souvent de tiens ce langage, ça veut dire qu'en fait, il ne veut pas que vous émergiez. Opportunité des grandes, septennat des grandes opportunités. On a la Camer aujourd'hui, qui est une honte nationale. On a des questions liées bien évidemment au tribalisme d'ailleurs, qui est béant aujourd'hui au Cameroun, que Paul Biya lui-même a promis en plusieurs reprises qu'on ne devait plus avoir besoin de cette velléité. Mais nous nous rendons compte quand même qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais, je parle là du tribalisme, c'est l'arme qui sert justement à quelques pentes du régime de faire aujourd'hui entendre la voix qui est la leur. C'est-à-dire on se sert du tribalisme pour manipuler davantage les Camerounais. Oui, mais je pense que les Camerounais commencent à comprendre. Vous avez pris un secteur, je voudrais qu'on s'apaisantisse dessus. Camerco ne marche pas. Comment vous dites le port autonome ne marche pas. Voilà, Sonatrel ne marche pas. Rien ne marche. Sonara ne marche pas. Il a même pris feu. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Kamwata ne marche pas. Tout le monde... L'électricité ne fonctionne pas. Oui, mais absolument. Ouais. Aucun secteur ne marche. Tout le monde veut engager le mouvement de grève, y compris dans les universités. D'abord, l'université de Buea et l'université de Bamenda ne fonctionnent pas. Le seul neurochirurgien qu'on avait à Buea, on l'affecte de Dr Ribasson à Somalobo. Donc rien ne marche. Pourquoi? La question principale, c'est de savoir pourquoi le président Paul Biya s'entête à rester. Moi, c'est la question que moi je me pose. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Hier, les Algériens savaient que le président Bouteflika était malade. Il est resté d'ailleurs malade pendant plusieurs années. Les Gabonais, ici à côté, savent qu'ils ont un président qui est malade. Ils sont là. Pourquoi on ne peut pas nous dire quelle est la situation du président? Parce que le 6 novembre 2018, quand il prêtait serment, ça va faire 4 jours. Hein, dans 4 jours, là. Dans 4 jours, oui. Ça va faire le deuxième anniversaire de ce septennat. On savait bien qu'il ne pouvait pas. J'ai dit, ça commence par le slogan. Mais qui l'a forcé? Il sait que ça ne va pas aller, mais qui l'a forcé? Et on l'a vu justement prêter serment. Serment justement devant le Parlement. Je soupçonne la France de le maintenir là pour pérenniser les acquis. Parce que Ali Bongo est dans une situation très bien, le plan santé. Bon, on pensait que le président Biya est là, Sassou Nguesso est de l'autre côté. C'est eux qui maintiennent là, précisément parce qu'on veut franconiser tout le pays. Parce que je n'ai pas voulu revenir pourquoi l'énergie électrique ne marche pas. En réalité, on avait commencé à exclure les anglophones. Quand on crée la SONEL en 1974, on a créé la SONEL avec EDC et NELCAM. PowerCam est venu en 1975 pour être absorbé. Et on ne prend aucun DGA qui vient de la zone anglophone.
même dans l'armée, l'officier le plus gradé, le plus ancien au grade le plus élevé était anglophone, Titus Malongué. Il était commandant lorsque Semengue était lieutenant. Donc en réalité, le premier général aurait pu être un anglophone. Mais on a tout fait, non. Peut-être c'est la question liée bien évidemment à l'inertie gouvernementale dont on fait allusion, Judas, à la colère. Non, je veux dire qu'il est dans la continuité. Il a dit mendiant de la paix, mais non. On sécrète plutôt la corruption, la répression, mais la violence. On sécrète la violence. Et c'est ça qui cause l'inertie. Parce que quand un ministre ne le comprend pas, vous avez vu ce qui est arrivé en Bassala. Apparemment, il a même été puni parmi les gars de cadre RDPC qu'on punissait. Donc, lui qui se tient comme Dominique Audrey et Karine Son qui a développé tout à l'heure, le président a dit que il pense qu'il peut mener, c'est cette politique qu'on lui a demandé de mener, il se trouve qu'il ne pouvait pas. Merci beaucoup, Bon Bengan. Charles Amemba, comment pour sortir ce sujet de cette colère qui est on va dire, un peu plus que grande aujourd'hui. Les Camerounais doivent être en colère parce que ce septennat des grandes opportunités ne leur offre rien. On va le dire ainsi. Alors, si vous dites ne leur offre rien, ça suppose que par le passé, ils ont déjà bénéficié de quelque chose que ce soit. Donc, soit les Camerounais ne comprennent rien finalement à toutes les... Je vous demande, M. Michel Ngachou, à tous les slogans où de est campagne. le TGV qu'on nous avait promis? Le tramway? J'ai dit le TGV. Non, on n'a pas un tramway, pas un TGV. Non, le tramway, les deux. c'est... Ah, les deux au même moment. Michel Très bien. Ngachou, le TGV pour permettre aux gens de vivre à Douala et travailler aisément et à Yaoundé. Nous en sommes où, M. Michel Ngachou? Maintenant, nous revenons à votre tramway. On avait promis, M. Michel Ngachou, la fin des délestages. Vous vous rappelez, quand on avait promis la fin des délestages, l'homme nous avait rassuré que fin 2012, on devait mettre les délestages dans le passé. Après 2012, on a renvoyé à 2016. 2016, on a dit non, les attentes n'ont pas été celles qu'on avait projetées. Accordons-nous une année supplémentaire, 2017. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes satisfait, monsieur Michel? Nous sommes en 2020. Bien, on ne parle plus de délestage, mais on parle de période de tiage. Vous voyez, on trouve des expressions pour que vous puissiez vous retrouver dans ce... Explosion de la centrale. Il y a un proverbe qui dit en politique que quand on veut se débarrasser d'un problème sociétal, on crée des commissions, monsieur Michel Ngachou, dont les résultats ne vont déboucher sur aucun texte d'application concret. La preuve, vous avez eu le grand dialogue. Vous voulez causer, vous voulez parler. À quoi est-ce que le grand dialogue a abouti, monsieur Michel Ngachou? Les grandes opportunités, on avait rassuré, le chef de l'État avait dit qu'il devait se pencher personnellement sur les questions anglophones. Il était question qu'on organise, monsieur Michel Ngachou, un ensemble de discussions à toute échelle. Je dis toutes les échelles, les paliers, pour essayer d'en discuter. Il y a des acteurs qui se sont prononcés sur la question. Ces acteurs ont-ils pu bouger? Ont-ils seulement pu lever le petit doigt? Je prends le cas du cardinal Christian Toumi. Il a été canardé sur tous les plans. On a dit le seul évêque opposant, ou le cardinal opposant au Cameroun. Le seul opposant, l'Église. Est-ce que c'est pour autant que vous êtes canardé que vous ne devriez pas justement faire entendre vos voix aux Camerounais? Monsieur Michel Ngachou, on a eu le cas de Simon Mounzou qu'on avait interpellé pour essayer de réfléchir avec la All General Conference anglophone. Lorsqu'il a à peine il a pointé le nez, on lui a fait des menaces de mort. Il recevait un ensemble de messages, il a préféré se retirer en disant non, je ne vais pas venir laisser ma vie ici, je peux faire partie. Tous ceux qui ont essayé de se prononcer ont reçu des balles. Qu'est-ce qu'on fait donc? On a eu monsieur Michel Ngachou, parce que ceux qui nous regardent vont nous dire forcément il y a eu des avancées. Oui, on a eu l'introduction de la filière Commonwealth, il y a eu M. Michel Ngachou, le recrutement des interprètes, et il y a eu l'application des principes du bilinguisme dans certains ministères. Bon, je crois qu'il y a des ministères, c'est le jeudi, d'autres c'est le mardi. Il y a eu M. Michel Ngachou, on va le dire comme ça, l'organisation des élections, le statut particulier des zones anglophones. Mais est-ce que tout cela est concret sur le terrain? Est-ce que tout cela est concret et effectif sur le terrain? Prenez, M. Michel Ngachou, les considérations de la House of Chiefs à l'époque. Prenez quel était le job description, la façon de fonctionner, M. Michel Ngachou. À une certaine période, on n'avait jamais nommé des gouverneurs dans les régions, dans les zones anglophones, on ne met pas les gouverneurs. M. Michel Ngachou, ils avaient leur système de fonctionnement. On s'attendait à ce que nous respections cela, au moins les premières lignes, pour dire aux autres, voilà. Il est question de cesser le feu. Il est question que les gens s'asseyent, discutent,
on aurait pu commencer à dire, trouvez un médiateur chez vous, asseyez-vous entre vous, discutez. Demandez même aux séparatistes, M. Michel Ngatsou, de concevoir leur programme, leur fiche, en disant, vous voulez qu'on s'asseye pour discuter, organiser et rédigez-nous votre programme, rédigez-nous votre vision. On va essayer d'étudier avec la nôtre, mais en attendant, nous proclamons un cessez-le-feu définitif dans les différentes zones. On essaie de alors qu'Antonio Guterres, justement, il y a quelques mois, avait invité les nations du monde, y compris le Cameroun, à un cessez-le-feu. Nous croyons réellement que c'était l'occasion pour le Cameroun de lancer cet appel en disant aux séparatistes qui sont dans la brousse, qui sont dans les forêts et qui ont les armes, nous nous engageons à baisser les armes, vous baissez les armes pour qu'on puisse discuter. Mais on est là justement dans la résolution toujours militaire. Ce n'est pas une résolution, M. Michel Ngatsou. Celle qui est justement, celle que l'État du Cameroun continue justement de mettre sur le terrain, parce que le regard que l'on dit, que l'on fait, Charles Amembadjou, on vous dira, la résolution se veut politique, mais on demande, on interpelle, on s'inquiète, qui doit mener les débats politiques pour qu'on en arrive à un résultat? Monsieur Michel Ngatsou, il serait temps qu'on pense constituer une équipe composée des membres influents de la société civile du Cameroun et de la diaspora. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la société civile semble être muselée. La société civile camerounaise semble être muselée. Vous ne les voyez plus sur le terrain. Vous ne voyez plus des acteurs comme Philippe Nanga. Vous ne voyez plus des acteurs comme Maximilien Gombe. C'est vrai qu'elles se battent, elles veulent forcer, mais ils sont littéralement, ils ont été muselés. Monsieur Michel Ngatsou, ils ne parviennent plus à se prononcer. On a décrété International Crisis Group, une personne non grata au Cameroun. Human Rights Watch a subi les mêmes pressions. Il faut qu'on libère les sympathisants, les autres sympathisants du mouvement de protestation anglophone. Ils sont encore conservés. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord les libérer. Il faut trouver... Puisque le gouvernement ne vous entend pas, le gouvernement dans son autisme connu, reconnu par tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en réalité, vous vous rendez compte que le Cameroun est fermé de part et d'autre. Il y a une caste de personnes qui aurait, va-t-on dire, qui a pris ce pays en otage. Alors, M. Michel Ngatsou, comment est-ce que vous voulez donc saisir des opportunités lorsque vous avez 6 régions complètement bloquées? Vous avez 6 régions complètement bloquées. Vous avez le nord, l'extrême nord, la Damawa, le nord-ouest, le sud-ouest, une partie de l'est bloquée. Vous avancez comment, M. Michel Ngatsou? Quel type de projet, quel type de, comment on va dire, d'initiative pouvez-vous mener à bout? Est-ce que vous voulez aujourd'hui aller visiter Kumba? Est-ce que vous voulez aujourd'hui aller au nord-ouest comme on pourrait se lever? Non, tout est pratiquement bloqué. Je pense qu'il serait temps que le président pense créer un haut conseil de résolution de la crise anglophone, constitué de personnalités venues de tous les corps constitués, pas des personnes nommées, des personnes venues de tous les corps constitués qui s'asseyent de la diaspora. On peut trouver un terrain neutre, que nous ayons les sécessionnistes qui formulent clairement leur projet de dialogue. On se retrouve pour discuter dans un premier temps et voir comment redonner les lettres de noblesse. Parce que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'on vous dit que tout l'argent qui est conçu, pensé et tout est déversé dans la guerre. Tout l'argent qu'on peut avoir au Cameroun, c'est dans la guerre. On fait des emprunts, des crédits, ça va dans la guerre, M. Michel Ngatsou. Et l'économie de la guerre ne fait que bien sûr, grandir. Mais vous voyez que la dette académique, prenez l'université de Tchang aujourd'hui, où les élèves les étudiants ne cessent de marcher, et ceux de droit là qui se préparent à la guerre. La dette académique est à 2 milliards de francs CFA. Merci, Charlemagne. Alors qu'on a payé les ordinateurs 75 milliards. Merci infiniment. Allez, justement le dire, madame, messieurs, que dans la colère de ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour en sortir? Et Charles Amembadjou a fait une très belle proposition en invitant le chef de l'État, si jamais il est encore là, à prendre à bras le corps cette réalité, mais surtout de permettre aux Camerounais de l'intérieur, comme ceux de la diaspora, notamment, je l'insistais ce matin, sur le cas de Rabouni, Sa Majesté Rabouni Ier, qui lui dit qu'il peut aujourd'hui porter sur lui la résolution de la crise anglophone simplement en organisant un nouveau dialogue national hors des terres camerounaises, en déportant ce dialogue du Cameroun vers Addis Abeba. Et là, il est sûr justement qu'avec les différentes parties, on peut s'asseoir sur une table de négociation avec les Africains, avec justement un certain nombre de personnes et trouver une solution urgente, rapide à la crise anglophone et surtout redonner au Cameroun d'exister convenablement. Quel est ce document qui fait le tour de la toile depuis quelques jours, madame, monsieur? Depuis hier encore, on en parle. Ce document, dira-t-on, signé entre autres du cabinet civil. Qui l'a signé ce document? Même si d'aucuns sont venus aujourd'hui, nous dit que c'est un fake. On va dire attention, le document, nous le connaissons. Les noms qui ont été justement mis
au-devant de ce document aucun nom appartenant à aucun Camerounais d'une autre région. C'est grave. Dans un instant, on reviendra sur la revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. Mais avant, Karine Sontia, les messages de nos téléspectateurs. Oui, je suis de ceux qui approuvent la polygamie, mais là, il aurait dû parler à sa femme avant de passer à l'acte. Chapeau à la dame, elle mérite du respect. Mes condoléances à mon peuple camerounais. La lâcheté du peuple camerounais a abouti au résultat aujourd'hui. Le régime a compris comment malaxer ce peuple. Je conseille à ce monsieur de renvoyer la ménagère et reconquérir sa femme. Le silence, là, va changer quoi? Il va laisser la ménagère, il ira sur une autre. Très bon comportement de cette femme, mais son silence, là, peut tuer son mari. The northwest and southwest is covered with several mass graves. We cannot mourn our sons, brothers and sisters with this regime. No way. Donc, on est seulement au début du septennat. Va-t-on s'en sortir? Le pays du Tchoko, Makalapati, le bout du tunnel, c'est dans un demi-siècle. La résolution de la crise dans le Nozo passe par la dissolution du MRC, c'est impératif. Après les grandes réalisations, ils sont passés aux grandes opportunités. Moi, je sais qu'on saisit une opportunité et on la réalise par la suite et non le contraire. Maintenant, ils sont au mandat. Il est vivant. Bia a tweeté. Il est vivant. Ayoub, ayoub. Rien ne peut être attendu de ce gouvernement car un véritable dialogue mettra en lumière beaucoup de leur tard. Cela sera aussi la fin de ce régime. Ne rêvez plus, ils vont continuer à vous rouler dans la farine. Les sommes investies dans le football depuis 2018 pourraient changer beaucoup de choses dans l'industrialisation du Cameroun. Le pays devait s'investir à créer une classe moyenne fiable pour un marché interne fiable, car sans argent, à quoi servent ces infrastructures de divertissement? Pierre Magnim. C'est une très bonne façon d'agir. Il sera chaud, traumatisé, et à l'heure, si ça se trouve, ce que tu lui demandes, il va te donner, même s'il n'a pas. Il ira voler pour lui donner. Les femmes aiment traumatiser les Importation de vaches françaises à 54 milliards pour produire le COSAM. Opportunité, opportunisme. Toutes les solutions dans tous les domaines ont un point commun, le départ du régime. L'ENAM a enseigné la corruption à toute une génération. Résultat, la gangrène est très profonde et inguérissable. Les comédiens se sont... Ok... C'est un autre message. Le régime en place a compris que l'alcool et les églises ne suffisent plus à nous distraire. Il veut remiser sur le football, mais vu les sommes colossales qui y sont absorbées, la non-satisfaction des résultats auprès des populations, la pilule devient très très difficile à avaler. Merci Karine et merci à nos millions de téléspectateurs. Merci pour la fidélité. Nous nous engageons tous les jours à vous servir en vous donnant les faits, mais surtout en vous disant la vérité. C'est ce pourquoi nous avons signé justement notre serment d'Hippocrate, madame, monsieur. Et dans un instant, nous irons savoir exactement ce que nous offre la revue des réseaux sociaux. Mais avant, quand Style Ami est avec nous, on ira lui dire bonjour. C'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges.
coton-tige. Il provoque souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans. Allez, Consti Lamine est avec nous, madame, messieurs. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gathiou, bon début du mois à toi et à toute ton équipe et surtout bien des choses à tous les partenaires du concept. Qu'est-ce qu'on fait chez Irlisop? Ah ben, qu'est-ce qu'on fait pour s'arracher Irlisap? Il faut tout simplement se rendre du côté du magasin 1001 tapis et avoir cet appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles. Oui, c'est un appareil d'origine américaine. C'est un appareil vraiment de qualité supérieure. Déjà, merci à ces partenaires américains qui ont fait confiance au concept Salaka, le concept de communication et de vente sur les antennes de Kinos Télévision et Radio. C'est également l'occasion pour moi ici ce matin de dire 1000 fois merci à un nouveau partenaire du concept Salaka, cette entreprise camerounaise qui a choisi le concept Salaka pour sa communication. C'est donc l'occasion pour moi ici de dire merci à nos amis de Camer Autoprix du côté bien sûr de Douala. Merci de choisir le concept Salaka. Alors à l'instant, il est question de parler Irlisap. Il est question de parler de cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Plus besoin d'utiliser les cotons-tiges, plus besoin d'utiliser c'est-à-dire les brindilles de balai, plus besoin d'utiliser, bien entendu, c'est-à-dire des bûchettes d'allumettes. Chacun devrait avoir cet appareil révolutionnaire, cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Nous allons tout de suite permettre à nos téléspectateurs qui le regardent hors de la ville de Douala de voir comment on utilise le Irlisap, bien entendu, pour le compte, bien entendu, de cette belle journée commerciale. Donc, je rappelle également que cet appareil est disponible uniquement du côté du magasin 1001 tapis. Le prix de promotion est de 7500 francs. Le prix de la double réduction est bien entendu de 7000 pour ceux qui ont besoin d'acheter le Irlisap. Nous allons tout de suite, avec le concours de la réalisation, passer à la phase de démonstration de ce Irlisap. Regardez comment il se présente. Donc, ça sort dans ce coffret dans lequel vous avez 4 accessoires, notamment l'appareil principal que voici, que j'ai entre mes mains. Cet appareil principal, bien entendu, qui se présente de cette façon-là. On n'a pas besoin de le connecter sur le courant. On n'a pas besoin, bien entendu, c'est-à-dire de le mettre, de le brancher à l'électricité. Avec les piles, le Irlisap fonctionne simplement. Donc, on met tout simplement la pile à l'intérieur de cet appareil. Après avoir mis la pile, on prend l'un de ces accessoires, avec l'un de ces accessoires que nous fixons au bout du Irlisap, comme je le fais là. Voilà, on le fait là. Et une fois que la pile a été mise à l'intérieur de cet appareil, vous l'appuyez tout simplement comme ça. Regardez là, voilà. Vous le mettez à l'intérieur de l'oreille. Vous le tournez délicatement. Au fur et à mesure, il va aspirer la saleté et votre oreille sera bien entendu bien nettoyée. Donc, j'attire l'attention de tous les parents. J'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Venez au magasin 1001 tapis et achetez le Irlisap au prix de 7000 francs. Votre appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles. C'est en double réduction. Au lieu de 7500 francs, vous l'avez à 7000 francs du côté du magasin 1001 tapis. C'est gentil, Consti Lamine. Merci infiniment d'être passé par là ce matin. Et madame, messieurs, vous également, vous restez avec nous sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit également. Et vous le savez, vous, pendant le week-end, vous étiez nombreux, mais très nombreux d'ailleurs, à réagir aux nombreuses publications, effectivement. Et je vais au passage saluer Karine Santier et Dominique Audrey ici sur le plateau qui ont choisi de se joindre à une belle initiative de femmes en allant effectivement, elles aussi en tant que femmes, pleurer ces enfants tués dans le Nozo, notamment à Kumba, et dire que les images ont été longuement et largement vécues sur les réseaux sociaux, pas seulement elles, mais des femmes également à Marois qu'on a vues, des femmes à Yaoundé aussi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé d'ailleurs, parlons de Yaoundé hier, au Stade Omnisport, avec une vague de femmes qui a choisi de se joindre à l'initiative mise en place par les artistes camerounais, notamment... non, à l'Omnisport. C'est ça l'Omnisport? Au lycée des Sosses. Au lycée des Sosses, voilà, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé hier pour qu'on n'en arrive pas, pour qu'il y ait, on va dire, des voix qui s'élèvent pour ces femmes-là? Peut-être on entendra aussi cela pendant cette édition. Karine Santia, la revue des réseaux sociaux. Massacre de Garde de Kumba, plusieurs manifestations prévues sur l'étendue du territoire national pour dénoncer les assassinats de ces enfants dans une école à Kumba, à l'extrême nord. Les femmes ont marché à l'ouest.
plusieurs villes du Cameroun ont eu il y a eu des manifestations, même ici à Douala, à la place de la Besseke et aussi au rond-point d'Aïdo. Celle que vous voyez en image, c'est la manifestation des femmes à Kumba qui réclamaient la paix, No More Peace, et les sons No More Killing, c'est la chanson qui était répétée en boucle par ces femmes-là pour réclamer le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les images sont très difficiles à admettre lorsque vous écoutez ce qui est chanté là-bas. Vous allez voir dans ces images-là une femme handicapée moteur qui est à même le sol et qui crie et qui pleure pour que la paix revienne dans ces régions en crise depuis déjà 4 ans aujourd'hui. Ce sont des images qui ont été prises directement et qui permettent notamment aux internautes de faire des commentaires et essayer de faire des comparaisons en termes de mobilisation. On a vu à Douala, il y a eu des mobilisations. On a vu dans les universités du Cameroun, les étudiants étaient vêtus de noir. Mais ce qu'on a vu, qui a été organisé notamment au Palais des Sports de Yaoundé, c'était quelques membres du gouvernement et puis quelques autorités religieuses aussi qui étaient assis et notamment qui priaient. C'était certainement une messe écuménique en mémoire de ces enfants qui sont décédés. Les internautes ont essayé de faire la comparaison. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais bon. Voilà. Ça fait bien sûr le tour de la toile aujourd'hui. Et surtout, ce qui est remarquable au-delà de cette image, voilà, celle que nous regardons à l'instant au Palais des Sports, où on n'a pas eu, on va dire, 20 personnes là-bas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les Camerounais n'ont pas... Distanciation sociale? Les internautes disent que c'est la distanciation sociale. Et là, on a des commentaires, bien sûr, de ces internautes. Non seulement les Camerounais ne sont pas allés au Palais des Sports pour cette messe écuménique, Mbom Bengan, mais dire qu'on a le sentiment que c'est très fort quand même ce qu'on voit en image. Hein. Les Camerounais boudent carrément la journée des deuil national initiée par le chef de l'État. Non, ils ne boudent pas. Ils ont fait le deuil chez eux. Les Camerounais savent que le palais de Congrès, il n'y avait pas Dieu là-bas. Palais des Sports. On pleure avec ceux qui pleurent. Ceux qui étaient au Palais des Sports ne pleuraient pas. Ils ne pleuraient pas. Et vous ne pouvez pas tromper le peuple tout le temps, hein, cher ami. Le peuple sait où se trouvent ses missions. Le peuple sait qui porte ses souffrances. Le peuple sait avec qui il peut aller. Il doit pleurer, il doit être en joie. Donc le peuple camerounais sait pertinemment que ceux qui étaient au palais de Congrès ne sont pas avec lui. Donc il ne peut pas aller avec eux. On dit, restez là-bas, vous êtes dans votre camp, vous ne pleurez pas. Donc nous restons avec ceux qui pleurent. Voilà. Le peuple est resté. Est-ce que les femmes peuvent sauver le Cameroun de la barbarie qu'il traverse aujourd'hui, Dominique Audrey, en regardant ces images de femmes? Parce qu'on a vu des femmes mobilisées. Et ce qui est surprenant, c'est qu'aucune femme n'a été arrêtée. Parce que moi, si tu descends là maintenant, Carrefour, on n'a pas moi, et que je commence à dire Mosgo. Et ce sont les femmes elles-mêmes qui encadraient la marche. Et les femmes elles-mêmes, comment vous expliquez ça? Les femmes ne peuvent pas sauver ce pays? Les femmes sont en train de vouloir sauver le pays. Même comme malheureusement, on a en face de nous des hommes qui visiblement ne comprennent rien à rien. Mais les femmes sont en train de prendre les choses en main. Parce qu'on s'est rendu compte que sous nos jupes, on a plus de couilles que tous ces hommes-là réunis. Et que si on reste à attendre, excusez-moi, si on reste à attendre... mais non, moi je ne vous laisserai pas dire. On a le sentiment que moi, à côté de vous... Vous avez marché? On marche, je n'ai pas marché. Je vous ai demandé de venir, vous êtes venu avec moi? Non, nous défendons tous les jours, Michel. nous y travaillons pour ça. Effectivement. Je vous ai demandé de venir avec nous. Ma question est de savoir, est-ce que les femmes que vous êtes aujourd'hui... Vous faites de la gymnastique? Non. Oui, est-ce que vous, les femmes aujourd'hui, vous pouvez nous accompagner ce pays à se libérer? Vous devez nous suivre. On n'est plus au moment où il fallait suivre l'homme. On a laissé les hommes devant et vous n'avez rien fait. Maintenant, les femmes ont pris les devants. Les femmes ont pris les devants. Et rendez-vous compte que pendant la marche de Kumba, des hommes ont commencé à se greffer. Progressivement, tout au long de la procession, on voyait des hommes entrer, marcher et chanter avec nous. Là-bas, ce qui était dur, il y avait des femmes tellement âgées, mais qui réussissaient à... Vous savez qu'il y a des collines là-bas, ça monte, ça descend. Ouais. Vous voyez des grands-mères... C'est une zone montagneuse. Monter, elles marchaient, elles étaient plus vivaces que nous autres
encore plus jeunes. Mais elles ont continué de marcher. Elles chantaient. Et dans la procession, les chansons étaient diverses. C'était « On appelle l'enfant »,« Maman appelle l'enfant, l'enfant ne répond pas »,« Papa appelle l'enfant, l'enfant ne répond pas »,« Mon enfant part, il me laisse à qui ?» C'est autant de chansons qu'on entonnait. Maintenant, pour parler de la célébration à Yaoundé, j'ai lu un article sur Internet que j'aimerais bien partager avec vous. Vous savez, Michel, beaucoup de personnes ont de la réticence à manger de la tête de poisson. Et par conséquent, on se retrouve à manger certaines conserves et il n'y a généralement pas de tête, sauf si vous allez me dire que vous avez vu. On se comprend. Voilà. Et des scientifiques disent que le cerveau du poisson est important pour le cerveau humain parce que ça permet de... Vous voyez un peu. De régénérer un certain nombre Comment on peut avoir un deuil à Kumba, vous organisez le deuil à Yaoundé? Je veux dire que je veux comprendre comment ça s'explique que les gens meurent à Kumba, vous allez pleurer à Yaoundé. C'était quoi? Bon, on ne va pas juger les pleurs des gens, chacun pleure à sa façon. Chacun est libre. Donc, voilà. Anyway, chacun comprend effectivement ce que ça signifie. Donc, mes respects à... Vous savez qu'il y a des femmes qui sont parties du sud-ouest, du nord-ouest, pour venir marcher ici à Douala, pour se rassembler les femmes qui ont marché ici au rond-point d'Eido. Et pendant qu'on s'est déployé à Kumbalaba, d'autres se sont déployés ici à Douala et d'autres se sont également déployés à Yaoundé. Nous saluons justement l'action de ces femmes. Nous reconnaissons qu'en la femme réside le bonheur de l'humanité, réside la fierté de l'humanité. Alors, la femme, aujourd'hui, peut-être la question, je vous l'arrête, je la renvoie à Charlamel, peut-être. Oui, Charlamel, les femmes ont marché. On a vu ces réactions sur la toile. Kumba, Maroua, Douala, Yaoundé. Où sont-elles? Pouvons-nous compter sur nos mères pour libérer ces pays de ce qu'ils traversent? Nos mères de femmes, alors, nos sœurs. Monsieur Michel Ngatiou, c'est de la mauvaise foi que de dire que les hommes ne sont pas là. Les hommes qui ont pris les devants sont à Nebel, ils sont dans les prisons de Boyard, ils sont dans les prisons du Nord-Ouest. Vous devez enlever. D'autres sont déjà morts et dont on n'est même pas. Permettez-moi. Elle va retirer de toutes les façons. Permettez-moi. Ils sont déjà morts. D'autres viennent encore d'être incarcérés à la prison, ceux qui avaient pris la possibilité d'être dans la rue et d'aller crier avant. Avant, ces femmes qui marchent aujourd'hui, on a eu les Takouban qui ont marché, 2017. Qui sont sortis, qui ont brûlé, qui ont fait un ensemble de rituels. On doit reconnaître que ce n'est pas aujourd'hui que naissent les marches des femmes. Qu'on arrête un peu ça sur Internet. Ce n'est pas aujourd'hui que commence ça. Les femmes ont toujours été devant. Dans toutes les histoires, les femmes ont toujours été devant. J'apprécie ce que les femmes font de marcher, M. Michel Ngatiou. J'apprécie. Mais sauf que c'est des marches pour moi stériles. Quand vous arrivez au deuil, les femmes font quoi? Elles pleurent, non? C'est elles qui creusent la tombe. C'est elles qui portent le corps. C'est elles qui referment la terre. Elles se contentent de pleurer, de se lamenter. Dans des familles où on connaît qu'il y a des sorciers qui ne cessent de tuer, les femmes viennent pleurer toujours, non? Chaque fois qu'une personne tombe, on pleure. Parfois, c'est même le sorcier qui paie encore le transport, non? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Permettez-moi, M. Michel Ngatiou, on n'arrête pas quelqu'un qui... Vraiment, laissez-moi... Qu'est-ce qu'elle doit faire, M. Michel Ngatiou, elle devait sortir en disant, à partir d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement. Ça devait être sorti d'un engagement. Nous allons dénoncer tant du camp de l'oppresseur que de l'oppressé. À partir d'aujourd'hui, on ne vous laissera plus faire ce qu'on a généralement vu faire. Arrêtez de pleurer, mesdames. Arrêtez de pleurer, vous avez des meneuses. Il y a des meneuses dans ces marches. Arrêtez de pleurer et prenez des résolutions fermes. La femme est au courant de tout depuis la Bible. De la mort de Jésus à sa ressuscitation, la femme était toujours présente. Sa résurrection. J'emploie des mots parce que je veux qu'on comprenne. Oui, ne pensez pas que c'est une erreur. J'ai employé cette expression personnellement. Vous savez pourquoi j'emploie? Merci beaucoup. Parce que ça prouve que vous me suivez. Ça, c'est des jeux qu'on emploie. Enfin, pendant les cours pédagogiques, on fait un lapsus, on vous reprend pour être sûr que vous avez toujours ça là. Donc, M. Michel Ngatiou, les femmes doivent prendre des engagements. Nous avons marché. C'est comme ces femmes qui ont fait au rond-point. Elle a dit aux policiers, on ne vous laissera plus faire. C'est là où vous avez vu les Bensikineurs chercher à se mêler en disant, arrêtez. Parce que tant qu'il n'y a pas prise de position
Arrêtez de marcher. Prenez des positions en disant, ok, le jour qu'il y a crime, on s'en dit non, ce n'était pas tel. Si c'est vos enfants, dénoncez vos enfants. Si c'est vos enfants qui eux-mêmes tuent, dénoncez ces enfants qui tuent. Si c'est que c'est dans le cas adverse, ayez le courage. C'est ça le rôle de la femme. Très bien. Venir restituer la vérité. Je suis véritablement d'accord. Cette initiative sur l'étendue du territoire, je salue cette initiative, mais ne vous arrêtez pas là. Il faudrait que parmi ces femmes, on ait des Ndoki, parmi ces femmes, on ait des Kawala, des vraies femmes. Non, je n'ai pas dit que les autres, je n'ai pas voulu dire que ce n'était pas les vraies, c'est je dis des vraies femmes, pas activistes, non. Des vraies meneuses qui vont impulser ce changement à tous les niveaux. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Et on va justement le dire à votre suite. D'ailleurs, vous l'expliquiez, vous le disiez, les hommes ont été en avant et ont été embastillés, séquestrés, emprisonnés. Au moment où nous parlons, 36 justement des manifestants du 22 septembre dernier sont en train d'être écroués à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengi et risquent même la peine capitale simplement pour avoir choisi de marcher pacifiquement. Oui, vous préciserez que ces femmes ne font pas partie d'un parti politique. Effectivement, non, voilà, c'est des femmes camerounaises. Ceux dont vous parlez sont... Non, c'est des Camerounais, c'est des Camerounais du 22 septembre qui ont choisi de marcher pour faire entendre leur voix et qui sont embastillés aujourd'hui et incarcérés. Sous la bannière? Non, aucune bannière. Des Camerounais. Ben effectivement. Il y a eu un appel justement d'un parti politique, mais les Camerounais se sont joints à cela. Vendredi, il y a un monsieur qui s'est assis à la salle de fête à quoi? Oui. Il a commencé à protester. Effectivement. Vous avez vu le sort qu'un policier lui a réservé? Très bien. Vous avez vu comment il a été tenu par un policier qui ne se gênait pas pour le molester parce qu'il était juste assis avec une pancarte réclamant. Vous voyez jusqu'où? Quand on dit que les hommes, nous avons le cas de Sama. Vous avez le cas de Sama qui, même malgré le fait qu'il a décidé d'être calme, on estime toujours qu'il n'a pas le droit de donner des opinions libres et il se fait embastiller tout le temps. Et parlons de Sama, ça fait très mal. Que sa moto lui soit restituée véritablement. C'est très grave quand même. Nous parlons ici, ça veut dire que nous qui parlons ici, on pourra sortir là justement au bas de l'immeuble et être, je ne sais pas, on va nous... Oui, on arrache nos voitures, on arrache tout ce qu'on a. Ouais. Vous n'allez plus vous mouvoir pour aller au travail et dire ce que vous deviez dire. L'engagement est pris, nous poursuivrons. Karine Sontia, nous vous écoutons. Deuxième sujet aujourd'hui, c'est notamment les manifestations des artistes très attendues qui, depuis plus d'une semaine, faisaient beaucoup de bruit sur Internet pour manifester leur colère par rapport à des propos proférés à leur encontre. Ils ont décidé de manifester, notamment suite à l'assassinat de ces enfants à Kumba. Ils ont réussi à avoir l'autorisation de manifestation et c'était au lycée bilingue des Sosses. Plusieurs d'entre eux, vêtus de tenues de classe avec une bougie, étaient au lycée bilingue des Sosses pour manifester, réclamer la paix, l'unité, la fraternité, la solidarité entre les Camerounais. Ils ont été rejoints par plusieurs personnes, des fans et quelques curieux. On peut aussi dire qu'il y a d'autres femmes qui ont rejoint ces marches-là, qui étaient plutôt d'un autre côté et qui manifestaient avec d'autres chansons qui étaient très différentes de celles que chantaient les artistes, ce qui n'a pas trop arrangé nos chanteurs camerounais qui ont vu en cela des messages qui n'allaient pas en droite ligne avec ce que eux ils défendaient et ils ont décidé de stopper l'action de ces femmes-là et de les demander de sortir des rangs. Notamment, on va permettre notamment à la technique de nous faire écouter, si vous voulez, la réalisation. Cet extrait. Oui, la réalisation. On écoute. S'il vous plaît. Les gars. On veut les photos des enfants. Vous avez pu écrire les messages. Ils sont les photos des enfants. Où sont les photos des enfants? La mère. Oui. On a aucun problème avec les photos des enfants. Le problème, c'est qu'on ne veut pas mettre le message. On n'a pas
donner ici. Parce que, laissez-moi finir, cette manifestation a été organisée avec une orientation précise. Laquelle? Celle de dénoncer la mort des enfants et de dire que l'école n'est pas un champ de bataille. Il faut qu'on reste dans ce carnaval-là. Et on est en train de dire que non, on n'a pas de problème avec les photos, c'est les messages. Et les messages de Elle donne mal, été jugée maladroite par ces femmes-là qui se sont dit aussi touchées par rapport à tout ce qui s'est passé à Kumba et qui ont décidé de manifester. Sauf que puisqu'elles avaient des messages qui étaient différents de ceux que les artistes avaient, puisque sur leur message, il y avait plutôt fraternité, unité, les messages de ce genre, les femmes plutôt avaient no more Kumba, no more killings et tout, qui était différent de ce que les artistes avaient décidé de faire. Ils ont décidé de stopper l'action. On va justement dire que le week-end a été émaillé par plusieurs marches un peu de partout et cette marche des artistes également. Vous devez vous préciser que ces artistes, pour ceux qui ont pris part à la marche, étaient tous vêtus en tenue de classe. Et on a bien vu cette altercation, mais surtout les femmes, peut-être n'ont pas été bien compris. D'ailleurs, il faut le dire, compris de temps pour moi. Dans la préparation justement de cette émission, vous et moi, Karine, nous avions pu mettre la main sur un des proches qui nous a fait savoir simplement que les femmes étaient de l'autre côté et elles n'étaient pas dans les rangs. Donc on a demandé à ces femmes simplement de se joindre au rang et de poursuivre les manifestations convenablement. Malheureusement, il y a eu ce manquement-là. Dominique Audrey, vous allez vous calmer en même temps parce qu'on prend la peine de couper l'information. Mais par rapport à ce que vous avez dit et à ce qu'on voit... On recoupe l'information parce qu'on n'a plus le temps justement de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et beaucoup estiment que ces femmes, pour beaucoup, il semblerait même qu'elles soient rentrées là pour une manipulation. Voilà. Ces femmes sont les mêmes avec lesquelles nous sommes allés à Kumba. Ce sont les mêmes, c'est le démembrement de Yaoundé. Et c'est une organisation qui est spontanée. Et le mot d'ordre là-bas, c'est partout où on pleure les enfants morts de Kumba, nous y allons. C'est tout. Très bien. Donc, on va dire... Et ces femmes, vraiment... Il n'y avait pas de manipulation. Aucune manipulation. Est-ce que c'est no more killings? C'est grave, c'est quoi? Quel est le problème de le dire? Ces femmes simplement sont des femmes qui, si on leur dit aujourd'hui qu'au bas de l'immeuble d'Equinox, on a organisé des bougies, on va allumer des bougies pour les enfants, elles vont spontanément venir. Merci et après, beaucoup. Elles prendront leur route. C'est comme ça qu'elles ont commencé ici au rond-point d'Edo en début de semaine dernière, lorsque le policier a voulu, elle leur a dit que non, vous n'allez pas nous empêcher de pleurer. On est plutôt dans une crainte, Charles. On a peur de quoi? On est plutôt dans une crainte, Charles Battu, où on a le sentiment que même quand l'action est bien pensée, comme c'est le cas avec ces femmes, on se méfie, c'est ça? Alors, M. Michel Ngacho, j'ai déjà été surpris que l'action s'est passée dans une école. Non. Excusez-moi, que l'action se passe et qu'on retrouve les tenues secondaires. J'apprécie déjà même que ce soit des tenues secondaires qu'on ait pu trouver, même si ça a donné lieu à une ça a donné lieu à une fanfaronnade sur Facebook où vous voyez qui était mieux habillé en tenue scolaire que qui. Ça a donné lieu même à un challenge où on voyait des gens qui étaient plus bien habillés que qui. Cela a démontré pour moi, M. Michel Ngacho, qu'on était loin des larmes. J'ai horreur de la poudre de perlimpinpin. J'ai horreur de cette poudre parce que c'est ça la poudre qu'on allait faire en mettant sur Facebook qui est mieux habillé. Vous voyez Lady Ponce qui a une telle tenue. Vous voyez tel autre qui prend. M. Michel Ngacho, excusez-moi, ne jouez pas avec l'émotion des Camerounais. C'est qu'on ne jouez pas avec l'émotion des Camerounais. On a la fin de l'émission. Premier point, on se rend compte donc que Yaoundé pouvait permettre le rassemblement. Or, la manifestation dans un rassemblement, les artistes se sont retrouvés à chanter. Ils n'ont même pas pu mobiliser leurs fans. Lady Ponce a combien en termes de fans? Ils ont combien? Ce lycée devait être bondé de monde, M. Michel Ngacho, pour lamenter. Vous avez des mamans qui viennent pleurer. Vous repoussez ces mamans, pourquoi? Vous avez des mamans qui ont envie de couler les larmes
Associez-la en disant, maman, c'est bien vrai, vous êtes arrivé. Peut-être le message, si tel qu'on a convenu avec Yaoundé, le message, s'il ne correspond pas, venez, on peut vous donner pour nous unité et tout, associez-vous et pleurons de larmes. Je suis désolé, cher Lamel, je vous laisse peut-être pas poursuivre parce qu'il faut quand même honorer le partenaire Von Dieu qui est avec nous ce matin, je vous en prie. Étant donné que nous sommes tenus par le temps et il est là, Consti Lamine pour nous parler de Von Bio. Consti. Alors une fois de plus, c'est bien entendu pour parler de ces compléments alimentaires qui entrent encore en ligne pour ce mois de novembre 2020, étant donné que la grande promotion se poursuit jusqu'au 15 novembre 2020 à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Oui, ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète et de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il est important de consommer de temps en temps les oméga 3 et les oméga 3 qui se retrouvent dans le Von Bio sont des oméga 3 de très très bonne qualité qui nous viennent tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Vous avez donc en ce moment une boîte de 30 gélules de Von Bio oméga 3 au prix de 5 500 francs au lieu de 6 000. Et je rappelle que ce prix est valable jusqu'au 15 novembre 2020. C'est à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète. Et votre Von Bio oméga 3 comme les autres Von Bio tels que le Von Bio Detox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Sleep, le Von Bio Lotion sont en vente du côté du magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun en face du palais d'Ika. Nous allons également nous appesantir sur ce lait de toilette pour diabétiques. C'est un lait de toilette qui est réservé uniquement aux diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir, de nourrir et de protéger la peau des diabétiques. Donc j'attire l'attention de tous nos amis diabétiques qui nous écoutent ce matin. Il est important de venir au magasin 1001 Tapis et d'acheter en ce moment votre lait de toilette pour diabétiques à 5 500 francs au lieu de 6 000. Donc profitez de cette promotion. Profitez de cette réduction pour avoir une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 et votre lait de toilette à 5 500 francs. Intéressant. Nous livrons dans tout le Cameroun. Merci beaucoup. Et c'est intéressant. Je voudrais déjà vous remercier, vous aussi, Consti. Remercier Charles Membattu aussi présent. Bonbon Bengan, merci également. Dominique Audrey, très souriant. Je ne sais pas tout ce qui l'amuse en même temps. Bah ouais, il est toujours en colère, je sais pas. Il y a une femme qui a terrorisé un homme. Elles sont gays. Merci à vous les femmes, merci Karine, madame, monsieur, merci à vous. Lorsqu'il sera 10h demain, nous serons encore là pour vous servir. À demain. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Une femme qui entre dans le foyer et commence à avoir des responsabilités, rentrer encore dans les dépenses de ce genre-là. Comment est-ce que, je ne sais pas, comment est-ce qu'elle planifie l'avenir de ses enfants? Donc moi je me dis, parfois il y a certains hommes qui sont égoïstes. Même si on va me dire qu'il y a d'autres hommes qui ont raison. Peut-être, il t'a vu, bon, il se dit, ben, si je la prends, je peux faire quelque chose, je peux la changer. Je me suis décapée. Si par la suite il trouve qu'il y a problème, bon, ça dépend. Il y a plusieurs contextes. Il peut trouver que, bon, on a atteint un niveau de vie où il ne faudrait plus, il y a des responsabilités qu'on prend dans les entreprises. J'aimerais qu'un homme vienne, qu'il fasse les choses comme il se devrait et qu'il l'épouse normalement, légalement, et puis qu'ils font leurs enfants. C'est normal. Mais avec la société, la réalité que nous avons au jour d'aujourd'hui. Moi, j'élève mon enfant, je cherche l'argent. 5 heures, je suis debout. Oui, bon, voilà. Donc, 5 heures, tu fais quoi? Même si je suis avec toi, je traverse sur toi, je sors. Et pas d'abord chercher mon argent. Je mets là.